Le premier jour d'école, j'ai humilié la reine de beauté du campus parce que j'ai éveillé la seule classe cachée au monde, Nécromancien, alors qu'elle n'était qu'une simple et humble petite guérisseuse. Ma petite amie, Yann Rouliou, a publiquement exigé de rompre avec moi simplement parce que ma statistique d'esprit initiale était un misérable 0. Cela faisait de moi le maillon faible de notre groupe de raid. Peu de gens savaient que j'avais éveillé un talent incroyablement puissant. Je pouvais augmenter toutes les autres statistiques pour correspondre à la valeur d'un seul attribut. De plus, vaincre un ennemi en combat rapproché me récompensait d'un point de statistique gratuit. Cela m'a transformé en le mage hexagonal gardien ultime de l'étoile bleue lors de la bataille finale. C'est un monde parallèle très similaire à Blue Star, sauf qu'il y a des centaines d'ères, une catastrophe sans précédent s'est abattue sur cette planète. Depuis lors, des portails de donjons de toutes sortes sont apparus à travers le monde. Les humains peuvent choisir de s'enregistrer en tant que joueurs lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, puis éveiller des capacités grâce à l'éveil de classe pour conquérir ces donjons. À l'intérieur des donjons, les joueurs peuvent obtenir des récompenses de niveau en tuant des monstres, augmentant ainsi leur force. Et aujourd'hui est le jour de l'inscription à l'éveil de classe pour devenir joueur. Au moment où je pénètre dans le cercle d'éveil de classe, une voix étrange apparaît immédiatement dans ma tête. Il me félicite d'avoir réussi à obtenir la classe cachée des mages, Nécromancien. Je regarde mes mains, le visage plein d'excitation. Vous devez comprendre que les classes de mages sont déjà incroyablement puissantes, sans parler de la classe cachée Nécromancien parmi elles. La légende raconte que dans le bref instant où un Nécromancien agite son bâton, d'innombrables créatures mortes vivantes d'un autre royaume émergent des portes de l'enfer. Sur les anciens champs de bataille, un nécromancien seul pouvait égaler toute l'armée ennemie. Dans mon excitation, j'ouvre alors la fenêtre du panneau des attributs, mais ce à quoi je ne m'attends pas, c'est que ma statistique d'esprit est en fait à 0. Les points d'attributs sont distribués aléatoirement en fonction des caractéristiques de la classe du joueur, avec des statistiques individuelles atteignant un maximum de 10 points. Pour les classes de mage, la statistique d'esprit est la plus importante. Si la valeur est inférieure à 2,5%, elle restreint complètement la performance des compétences de la classe mage. Le système m'informe alors que j'ai terminé l'éveil de classe et que je dois sélectionner un talent de classe initiale. À l'origine, j'avais complètement perdu espoir dans la voie de l'éveillé, mais la seconde suivante, le système me prouve spectaculairement le contraire. Il me félicite d'avoir réussi à obtenir le talent Cœur de guerrier du mage, rang inconnu, récompensant 10 points d'attribut gratuits. Effet passif, lorsque le système détecte que le joueur tue des ennemis en combat rapproché, des points d'attribut gratuits seront attribués. Effet actif unique, le joueur peut augmenter toutes les autres valeurs d'attribut pour correspondre à la valeur d'un seul attribut. À ce moment-là, je trouve cela absolument incroyable. Il faut savoir qu'obtenir des points d'attribut gratuits est extrêmement difficile. Seul le fait de monter de niveau offre une récompense stable de points d'attribut. À d'autres moments, cela dépend entièrement de la chance individuelle, et cet effet passif du cœur de guerrier garantit que je peux obtenir régulièrement des points d'attribut gratuits en tuant des ennemis au corps à corps. Mais la partie la plus incroyablement puissante est l'effet actif de ce talent. Bien qu'il ne puisse être utilisé qu'une seule fois, il peut élever toutes les valeurs d'attribut au même niveau. En d'autres termes, devenir une puissance polyvalente. Cela résout complètement les faiblesses fatales de la classe mage, à savoir les faibles points de vie et la faible défense. Si j'utilise cette compétence active maintenant, je peux augmenter toutes les valeurs d'attribut à 10 points. Atteindre toutes les attributs à 10 points pendant la phase débutante serait absolument sans précédent. Mais si j'augmente mes attributs à 1000 ou même 10 000, puis utilise cette compétence active, un nécromancien avec des dizaines de milliers dans tous les attributs serait un véritable dieu de la guerre. Et son passif nécessite que je m'engage dans un combat rapproché au corps à corps pour être effectif. Donc je pourrais tout aussi bien attribuer les 10 points d'attribut libres de la récompense de talent d'éveil à la force. Ensuite, sous la direction du système, je me téléporte dans le hall des quêtes pour débutants, car ce n'est qu'en complétant la quête pour débutants que je peux véritablement achever la cérémonie d'éveil de classe. Là, une figure semblable à un elfe se présente comme Hélène, la guide du hall des quêtes. Après avoir appris que je suis ici pour terminer la quête de débutant, elle sort un pack de démarrage et me le remet. Après avoir ouvert le pack de démarrage, je reçois un ensemble complet d'équipements de débutant et un livre de compétences de rang F appelé Invocation de squelette. Cependant, je ne peux probablement pas utiliser ce livre de compétences pour l'instant puisque ma statistique d'esprit est encore à 0 points. Quant au bâton, bien qu'il semble destiné à lancer des compétences, son matériau ne ressemble pas à de la pierre ordinaire. Combiné avec mes 20 points de force, il est parfait pour être utilisé comme arme de mêlée. Je demande alors au guide devant moi le contenu spécifique de la quête pour débutants. Ding, la quête pour débutants du joueur Juyu est échapper à la caverne de brume. Note importante, pendant l'évasion, le joueur ne peut pas tuer les soldats squelettes dans le donjon et doit s'échapper le plus rapidement possible. Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, je pénètre dans le portail du donjon de la caverne de brume. Ce qui s'offre à mes yeux est une caverne jonchée de crânes partout. Bientôt, un soldat squelette attaque par derrière. Voyant cela, je saisis rapidement mon bâton et charge en avant. D'un seul coup, j'enlève 20 points de vie au soldat squelette. Cela me surprend. Je ne m'attendais pas à ce qu'un mage avec tous les points en force inflige encore des dégâts aussi impressionnants. Ensuite, le système me notifie que j'ai réussi à tuer le soldat squelette en combat rapproché, me récompensant avec un point d'attribut gratuit et 3 points d'expérience. Et parce que j'ai tué mon tout premier monstre, le système me récompense avec une compétence passive, appelée la force fait des merveilles. Effet unique, chaque point de l'attribut de force du joueur se convertit en 2 points de puissance d'attaque. En d'autres termes, si le monstre cible a 0 défense, je peux maintenant infliger 42 points de dégâts avec un seul coup de poing, c'est un effet de compétence assez excellent. Je me précipite alors dans le groupe de monstres squelettes, les abattant d'un
d'un seul coup de poing chacun. Bientôt, le système me notifie que j'ai atteint le niveau 5 et que ma statistique de force a atteint 30 points. Il faut savoir que pendant la phase débutante, atteindre 10 points dans un seul attribut fait déjà de vous un élite. Atteindre 30 points dans une seule statistique était quelque chose que je n'aurais pas osé imaginer auparavant. Mais ce donjon de la caverne de brume continue de faire apparaître ces soldats squelettes, ce qui me semble étrange. Logiquement, même un donjon pour débutants ne devrait pas être aussi simple. À ce moment-là, soudain, un bruit glaçant vient de devant moi. Puis, une créature squelettique encore plus grande s'avance lentement vers moi. Le système m'informe qu'il s'agit d'un monstre d'élite appelé Capitaine Squelette. Je regarde le panneau des attributs du monstre avec stupéfaction. Sa statistique de force est en fait de 15 points, aucun débutant ne pourrait résister à l'un de ses coups. Alors, je profite de sa faiblesse d'avoir seulement un point en agilité et je charge résolument en avant, balançant mon bâton. Mais même si ma vitesse d'attaque est extrêmement rapide, le capitaine squelette lève toujours son bouclier avec assurance, bloquant mon assaut. Cependant, au moment où il abat sa lance au sol et me repousse, je saisis rapidement l'ouverture qu'il révèle involontairement. Saisissant mon bâton à deux mains, je frappe son crâne à une vitesse fulgurante. Ce coup retire directement 50 points de vie du capitaine squelette. Le système me notifie que tuer le capitaine squelette par le combat au corps à corps me récompense avec 3 points d'attributs gratuits, donc les récompenses du système sont liées au niveau des monstres tués. En d'autres termes, tant que je me concentre sur l'élimination de monstres de niveau supérieur, je peux obtenir le plus de points d'attributs gratuits, et en éliminant des monstres, il y a aussi une chance que des noyaux d'âme tombent, offrant des récompenses aléatoires lorsqu'ils sont ouverts. Par chance, tuer le capitaine squelette laisse tomber un noyau d'âme. Après avoir ouvert le noyau d'âme, je reçois un objet consommable de rang D appelé gantelet de squelette. Une fois équipé, la prochaine attaque produira certainement un coup critique. Alors que je m'enfonce plus profondément dans la caverne, de plus en plus de soldats squelettes apparaissent de front. Bien que j'ai maximisé mes gains de niveau, mes points de vie sont encore seulement à 20 points en ce moment. Je dois être prudent. Après environ 2 minutes, j'augmente mon niveau à 20 grâce à ces monstres squelettes et mon attribut de force a atteint 46 points. À l'extérieur du donjon pour débutants en ce moment, tous les éveillés participant à la quête pour débutants ont pour la plupart terminé leurs épreuves. Maintenant, ils ont l'air confus. Logiquement, la quête des débutants de cette année est extrêmement simple. Même les joueurs qui éveillent des classes de soutien devraient être sortis depuis longtemps. Et maintenant, le portail du donjon n'est pas encore fermé, ce qui signifie qu'il y a encore un joueur à l'intérieur en train de faire la quête, donc la plupart d'entre eux supposent que ce joueur a dû éveiller une classe de bas niveau. À ce stade, j'ai presque éliminé tous les soldats squelettes dans le donjon. Mais quelques instants plus tard, je suis témoin d'une scène étonnante. Des crânes autour de moi passent en sifflant, puis avec plusieurs détonations, ils se rassemblent en un crâne géant. Après une fusion continue, ils se transforment lentement en un monstre squelette couvert de flammes fantomatiques. Le système m'informe que c'est le souverain du donjon de la caverne de brume, le roi squelette. Ça doit être une blague, non? Comment peut-il y avoir un monstre de niveau boss dans un donjon pour débutants? L'instant d'après, le roi squelette brandit sa gigantesque hache vers moi. Je déplace légèrement mon corps, esquivant de justesse à temps, mais cela me fait remarquer quelque chose. Tout comme le capitaine squelette auparavant, il a une grande force, mais une agilité relativement faible. Ensuite, je suis la même méthode qu'avant, en défendant et en contre-attaquant. Bien que l'attaque fonctionne, les dégâts ne sont que de 32 points, en d'autres termes, pour tuer le roi squelette, je dois contre-attaquer plus de 20 fois dans les mêmes conditions. Cependant, la vitesse de ce type est lente, donc manœuvrer n'est pas trop difficile. Peu de temps après, les points de vie du roi squelette tombent à seulement 200 points. Cependant, à ce moment-là, le roi squelette parle en langue humaine. Il dit qu'il a gardé le donjon de la caverne de brume pendant des centaines d'années, mais qu'il n'a jamais vu quelqu'un se frayer un chemin de cette manière. Alors qu'il parle, tout son corps tremble et en un instant, son aura devient encore plus puissante. Cela doit être son état de berserk, mais d'après ce que j'entends, je semble être le seul à avoir jamais vu cette forme. À ce stade, une attaque frontale directe ne fonctionnera pas. Je dois d'abord restreindre ses mouvements. Soudain, je vois un énorme rocher vaciller derrière lui. Peut-être que je peux utiliser ce rocher. Puis, saisissant le moment où le roi squelette est distrait, je m'approche rapidement de ce rocher. Ensuite, je lève les yeux vers le roi squelette et crie « Gros idiot, je suis ici ». Comme prévu, le moment suivant, le roi squelette se précipite furieux. Je balance rapidement mon bâton devant moi pour bloquer, puis fais semblant que mes forces me lâchent, prenant délibérément son attaque. Le rocher s'écrase rapidement d'en haut, le roi squelette ne réagit pas à temps et se retrouve coincé par les débris. À ce moment-là, je regarde devant moi avec une peur persistante. C'était vraiment dangereux. Je ne m'attendais pas à ce qu'un seul coup du roi squelette puisse presque vider tous mes points de vie, puis je saute en l'air, équipant les gantelets de squelette de rang D. Au moment où le point renforcé tombe, près de 150 points de vie sont retirés au roi squelette. Ensuite, le système me notifie que la quête pour débutants est terminée. Il me félicite d'être officiellement devenu un joueur débutant et d'avoir réalisé le premier kill du boss du donjon de la caverne de brume, le roi squelette. Je suis récompensé avec 30 points d'attributs gratuits et un équipement de rang C appelé anneau du roi squelette. Effet unique. Une fois équipé, la première attaque normale du joueur inflige 50% de dégâts supplémentaires avec un temps de recharge de 24 heures. Bien que son effet ne soit pas aussi remarquable que celui des gantelets du squelette, c'est un objet réutilisable, ce qui est tout de même assez bien de plus. Si cet équipement de rang C est vendu sur le marché, il pourrait rapporter
au moins 250 000 pièces étoiles bleues. Mais ce qui m'excite encore plus, c'est que j'ai réalisé un premier kill de boss de donjon. Cela signifie qu'avant cela, personne n'avait jamais rencontré ou tué le roi squelette. Cela me semble encore plus étrange. Cela signifie-t-il que personne d'autre n'a réussi à terminer la quête pour débutants, ou suis-je entré trop vite et ai-je manqué des notes importantes? Après avoir réfléchi un moment, je décide de sortir du donjon d'abord. Juste au moment où je me téléporte hors du donjon pour débutants, un gars corpulent me tape sur l'épaule par derrière. Voyant combien de temps j'ai passé à l'intérieur du donjon, il pensait que j'étais mort là-dedans. Le gars corpulent est mon camarade de classe et ami d'enfance Kenny. Comme moi, Kenny s'est également éveillé en tant que mage. Et à ce moment, l'instructeur Chen annonce depuis la plateforme que désormais chaque élève de la classe a terminé l'inscription à la classe. Ensuite, il y aura demain la formation des équipes pour l'épreuve des débutants, et pour aider tout le monde à choisir des coéquipiers adaptés en fonction des caractéristiques de classe, l'instructeur nous fait tour à tour présenter nos classes éveillées. La plupart des camarades de classe sont des classes de guerriers avec des rangs de talent principalement entre le rang D et le rang F. Cependant, quelques meilleurs élèves ont éveillé des classes rares comme paladin et prêtre, et le plus notable est notre chef de classe, Marcus, qui a une classe de cultivateur d'épée de talent de rang B. Dans le royaume du dragon, qui vénère l'épée, cela est considéré comme une position d'élite. De plus, les cultivateurs d'épée sont également une classe extrêmement puissante sur Blue Star. L'instructeur affiche un sourire soulagé à ce moment, car un élève avec un talent de rang B est déjà parmi les doués quand c'est mon tour. Je dis à tout le monde que j'ai éveillé la classe cachée de nécromancien, et quant au rang de talent, même moi je ne sais pas. Quand je finis de parler, tout le monde a l'air choqué. Bien que le cultivateur d'épée soit une classe forte, on peut en trouver 8 ou 9 dans tout le royaume du dragon. Mais le nécromancien est une classe qui n'est enregistrée que dans les textes anciens. La légende raconte que dans les temps anciens, un nécromancien a une fois complètement anéanti une guilde entière par rancune. Le chef de classe Marcus s'arrête juste un instant après avoir entendu cela. Il ne pense pas que la classe cachée soit quelque chose de spécial. Même en tant que nécromancien, sa faiblesse reste la même que celle des autres mages. Faible nombre de points de vie, faible défense, et très vulnérable aux assassinats à courte portée par les ennemis, et en raison du contact constant avec des créatures mortes vivantes, la constitution d'un nécromancien est encore plus faible que celle d'une personne ordinaire. De plus, les compétences d'invocation du nécromancien ont de longs temps de lancement. Sans protection rapprochée de la part des coéquipiers, ils sont pratiquement des cibles faciles sur le champ de bataille. De plus, Marcus pense que mon rang de talent n'est pas que je ne le connais pas, mais plutôt qu'il est trop bas pour que je l'admette. Après que tout le monde ait présenté sa classe, l'instructeur Chen annonce que la cérémonie est terminée et nous dit de rentrer chez nous et de nous mettre dans notre meilleure condition. Quand je rentre chez moi, je crie comme d'habitude « Je suis rentré », mais seul le silence me répond. C'est la vieille maison que mes parents m'ont laissée avant de disparaître. Dans mes souvenirs, mes parents ont toujours été très doux et aimants envers moi. Puis, quand j'avais 6 ans, ils ont reçu une mission urgente et ont volé vers la capitale pendant la nuit. Après cela, ils ont mystérieusement disparu. Donc, lors du grand procès de demain, je dois obtenir d'excellents résultats. Ce n'est qu'alors que je pourrai être sûr d'entrer dans la meilleure université du pays, l'université de la capitale. Le lendemain, avant le début de l'épreuve, l'instructeur Chen nous rappelle de nous souvenir d'une chose. Si nous rencontrons un danger insoluble lors de l'épreuve, nous devons quitter immédiatement le donjon d'épreuve. En général, les donjons d'épreuve pour débutants ne causent pas la mort des joueurs débutants. Cependant, il y a 25 ans, quelque chose s'est produit. Une classe entière de plus de 40 personnes a subi un grave accident et a été complètement anéantie dans un donjon pour débutants. Même leurs corps n'ont jamais été retrouvés, comme s'ils s'étaient évaporés à l'intérieur du donjon. Donc, à ce jour, personne ne sait quel genre de donjon terrifiant c'était. Pour commémorer cet incident, le donjon a été temporairement nommé Village Cauchemar. L'instructeur Chen nous dit de ne pas trop nous inquiéter. Bien que le donjon d'essai pour débutants de chaque classe soit aléatoire, en toutes ces années d'essai, le village cauchemar n'est jamais réapparu. Après ce rappel, l'instructeur Chen démarre le chronomètre et annonce que l'essai pour débutants commence officiellement. Immédiatement, avec un craquement, tout le monde est transporté dans le donjon d'essai pour débutants dans un éclair de lumière. Ensuite, nous suivons les pas du chef de classe Marcus et commençons à marcher dans ce donjon. À ce moment, je me sens quelque peu perplexe. Normalement, en entrant dans un donjon, le système donne une notification et l'environnement sombre autour de nous me donne un sentiment d'inquiétude. Soudain, à ce moment, un vieil homme étrangement vêtu apparaît devant nous. Je suppose que cela doit être le PNJ au début du donjon. En effet, le vieil homme parle bientôt. Bienvenue dans le donjon d'essai pour débutants de rang S, Village Cauchemar. Exigence pour réussir. Premièrement, quitter cet endroit vivant. Deuxièmement, découvrir le secret central du Village Cauchemar. En entendant cela, c'est comme si un tonnerre éclatait au-dessus de nos têtes. Quelle chance! Par pur hasard, nous avons obtenu le donjon du Village Cauchemar qui a autrefois anéanti une classe entière. À ce stade, certains camarades de classe choisissent déjà de quitter le donjon pour sauver leur vie, car lorsqu'on le convertit en niveau de donjon régulier, un donjon d'essai pour débutants de rang S équivaut à peu près à un donjon régulier de niveau 1, et un donjon de niveau 1 nécessite au moins d'atteindre le niveau débutant pour être terminé. Donc avec notre niveau d'apprenti actuel, le terminer sera très difficile. Mais ensuite, ce PNJ nous dit quelque chose. Une fois que vous entrez dans le Village Cauchemar, à moins de le réussir, il n'y a aucun moyen d'en sortir pour toujours. Je me dis, pas étonnant que la classe précédente ait été complètement anéantie sans survivant, mais ce vieil homme ne semble pas avoir de mauvaises intentions, donc ce qu'il dit doit être correct. Nous devons découvrir le secret central du Village des Cauchemars pour partir d'ici. En effet, le vieil homme révèle alors son identité. Il est le chef du Village des Cauchemars, le chef Warren,
et il y a 2 conditions pour rester ici. Premièrement, ne touchez pas aux pierres noires sur les portes des maisons. Deuxièmement, vous devez rentrer dans une maison avant la tombée de la nuit et fermer toutes les portes et fenêtres. À ce moment-là, j'exprime ma confusion au chef. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi ne pouvons-nous pas quitter la maison après la tombée de la nuit? Le chef ne répond pas directement, mais nous dit que lorsque la nuit viendra, nous aurons naturellement la réponse. Ensuite, le chef de classe Marcus nous organise en 4 équipes de 11 personnes chacune, puis chaque équipe, en tant qu'unité, trouve d'abord une maison pour se cacher. Mon équipe choisit de passer la nuit au 2e étage d'une maison. Quand la nuit profonde tombe, notre camarade Léo voit la silhouette de sa grand-mère à l'extérieur de la fenêtre. Sa grand-mère, les mains recroquevillées, lui demande d'ouvrir la fenêtre, voulant entrer pour se réchauffer. En entendant cela, sans réfléchir, il ouvre la fenêtre. Quand je vois cette scène, il est trop tard. Je préviens rapidement Léo par derrière que ce n'est pas sa grand-mère, mais à ce moment-là, le fantôme à l'extérieur a déjà attrapé l'épaule de Léo. Juste au moment où sa bouche béante est sur le point de descendre, soudain un flot de sable enveloppe à temps le corps du fantôme. C'est une compétence de contrôle de la classe de mage de Kenny instantanément. Le fantôme reprend sa forme originale, un monstre commun de niveau 3 appelé Cauchemar. Cette scène choque tout le monde. Avoir de telles capacités, c'est juste un monstre commun dans un donjon de rang S. Et à ce moment, le Cauchemar a déjà Kenny comme cible. Mais rapidement, Stella lance son sort de bouclier sacré, se plaçant devant Kenny. Puis Zoé arrive derrière, fournissant une récupération continue de points de vie pour lui. Avec un effort combiné, bloquer les compétences du Cauchemar ne devrait pas être un problème. Maintenant, nous devons juste attendre que j'invoque des créatures mortes vivantes et nous pourrons terminer le combat. Mais de manière inattendue, le premier à charger en avant, c'est moi. Voyant cela, Kenny me rappelle rapidement que le bâton sert à lancer des sorts et que si le Cauchemar s'approche de mon corps, il sera difficile de s'échapper. Cependant, la seconde suivante, mon bâton s'abat violemment sur le crâne du Cauchemar. À ce moment-là, tout le monde derrière moi est encore plus choqué. Abattre un Cauchemar d'un seul coup est déjà assez absurde. Et cela a été fait par une classe de mages en combat rapproché. À cet instant, le corps du Cauchemar s'est transformé en une pierre noire et se dissipe progressivement à un rythme visible. Stella reconnaît que le symbole dessus est identique à ceux sur les cadres de porte de la maison. Ce qui me frappe comme encore plus étrange est autre chose. Ce village Cauchemar est très étrange. J'ai clairement tué le Cauchemar en combat rapproché, mais le système ne m'a pas notifié de l'obtention de points d'attribut. Le lendemain, la nouvelle que j'ai éliminé le Cauchemar en un coup s'est déjà répandue dans toute la classe. Maintenant, plusieurs camarades de classe veulent rejoindre mon équipe soudain. À ce moment-là, des villageois émergent de partout, nous entourant complètement. Le chef Warren en tête dit qu'ils veulent nous mettre tous sur la plateforme d'exécution pour purifier nos péchés par les flammes. Et si nous osons résister, nous serons tués sans pitié. En entendant cela, le chef de classe Marcus s'avance et demande au chef « Y a-t-il un malentendu ici ?» À ce moment-là, une pensée désagréable me vient à l'esprit en comptant les villageois. Leur nombre est à peu près le même que celui de notre classe et tout le monde semble avoir à peu près le même âge. Donc cela ne ressemble pas à un village normal. Se pourrait-il vraiment que ce soit ce à quoi je pense ? Puis le chef nous dit que la nuit dernière, un cauchemar est mort dans l'une de nos maisons. Par conséquent, il doit être que nous avons enfreint les règles du village des cauchemars, c'est pourquoi l'esprit gardien a envoyé le cauchemar pour nous punir. Ainsi, le chef estime qu'il doit suivre la volonté de l'esprit gardien, nous capturer et purifier nos péchés par le feu. Marcus demande s'il y a un moyen de remédier à cela. Obtenir le pardon de l'esprit gardien n'est pas simple. Le pécheur doit rester à l'extérieur de la maison lorsque la nuit tombe. Marcus réalise instantanément que ce soi-disant pardon n'est qu'une excuse, même se cacher à l'intérieur d'une maison n'est pas sûr, encore moins rester dehors. En entendant cela, je m'avance depuis l'arrière. Le cauchemar gardien a été tué par moi seul. Je vais rester ici et attendre la tombée de la nuit. Voyant l'expression hésitante de Marcus, je le rassure. Ne t'inquiète pas Marcus, j'ai déjà quelques idées sur comment quitter cet endroit. C'est une bonne occasion de les vérifier. Bientôt, je suis attaché par les villageois avec des chaînes à une croix. Après le départ des villageois, mes camarades de classe viennent me voir. Ils sont tous curieux de connaître la méthode que j'ai mentionnée pour quitter cet endroit. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Je te le dirai après l'avoir vérifié ce soir. En un clin d'œil, la nuit tombe. Le village des cauchemars, la nuit est vraiment inquiétant. Le brouillard épais qui s'élève tout autour rend difficile la vision de l'environnement proche. Mais je peux encore vaguement sentir une aura familière. Cependant, à ce moment-là, une créature étrange, avec 3 globes oculaires surgit derrière moi, mais rapidement une compétence appelée lien de sable tire de loin, emprisonnant fermement son corps. Puis le chef de classe Marcus émerge également devant, engageant le monstre dans un combat. À ce moment-là, Stella et Zoé en profitent pour sortir, voulant me libérer de mes entraves, mais toutes deux sont des classes de soutien. Ces chaînes ont besoin d'un attaquant comme Marcus pour venir les couper avec une épée. Je leur dis simplement de s'éloigner un peu. Le moment suivant, je brise les chaînes avec force brute, car maintenant, ma statistique de force a atteint un niveau terrifiant. Je fais cela aussi pour attirer le monstre devant. À ce moment, Marcus a un léger avantage dans le combat avec le monstre. Lorsque sa capacité ultime frappe, les points de vie restants du monstre tombent à seulement 5 points. Juste au moment où il est sur le point de l'achever, ma silhouette se précipite en avant, volant le coup fatal. Cela rend Marcus quelque peu frustré, il a travaillé si dur pour tuer ce monstre, et maintenant j'ai volé le coup, ce qui ne lui plaît pas. En fait, je fais cela pour vérifier une théorie. Effectivement, tuer ce monstre cauchemardesque ne récompense toujours pas de points d'attribut. En un instant, 2 autres monstres cauchemardesques chargent vers notre position. Je me tourne et leur dis, entrons d'abord dans la maison. Nous n'avons pas besoin de perdre trop de temps sur les cauchemars, car j'ai trouvé la méthode pour nettoyer le village des cauchemars. Le lendemain matin, le chef nous réprimande avec colère pour ne pas avoir tenu notre promesse.
Yes. La nuit dernière, nous avons tué un autre cauchemar venu superviser les pêcheurs. Cette fois, quoi qu'il arrive, il va nous attacher à la plateforme d'exécution. Je m'avance et pose une question au chef. Chef, êtes-vous certain d'être vraiment les résidents originaux du village des cauchemars? Puis je continue, avec une expression sombre. La nuit dernière, j'ai découvert la vérité cachée du village des cauchemars. Vous, soi-disant villageois du village des cauchemars, êtes en réalité la classe qui a été anéantie dans le donjon du village des cauchemars auparavant. Depuis le moment où nous sommes entrés, nous sommes dans une illusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sortir de ce donjon. En entendant cela, le chef n'est pas d'accord avec ma déclaration. Il pense que ce que je viens de dire est une histoire inventée, car je n'ai aucune preuve pour prouver ces choses. Je sors alors une pierre de jade émettant une lueur fantomatique de ma poche. Cette pierre gardienne est ma preuve. En voyant cela, le chef se met à transpirer de panique, car la pierre gardienne est la relique sacrée suprême donnée par l'esprit gardien pour les protéger des attaques nocturnes. Si quelqu'un manipule la pierre gardienne, l'esprit gardien apportera sûrement un désastre sur tout le village. Mais ce n'est pas une soi-disant pierre gardienne qui vous protège. Toute l'illusion est construite à partir de ces pierres noires et des motifs mystérieux qui s'y trouvent. Tout cela est un mensonge fabriqué par cet esprit gardien dont vous parlez, destiné à vous piéger ici en permanence. Donc, si nous brisons ces pierres noires, l'illusion montrera des fissures. Puis je lève légèrement la main et les autres me suivent en écrasant les pierres noires dans leurs mains. Avec un craquement, une fissure apparaît dans le ciel. Immédiatement après, les villageois se souviennent de tout. Ils sont en effet la classe qui s'est perdue dans le donjon du village cauchemar il y a des décennies. Le système nous notifie, un joueur a découvert le secret central du village cauchemar et a réussi à éveiller tous les villageois du village cauchemar. Les récompenses seront désormais calculées en fonction de la note de quête de chaque personne. Cependant, après que tout le monde soit parti, nous restons à 5 dans le donjon. Le système affiche alors une notification. Félicitations aux 5 joueurs pour avoir détruit les pierres noires du cauchemar et déclenché une quête cachée de difficulté niveau 1. Trouvez l'objet caché, cœur du cauchemar, dans le donjon. À l'extérieur du donjon en ce moment, l'instructeur Chen est agréablement surpris. Nous avons effectivement obtenu le donjon du village du cauchemar et l'avons réussi. Cependant, 5 étudiants sont encore à l'intérieur du donjon. Alors, l'instructeur Chen suppose que nous avons dû déclencher une quête cachée dans le donjon. Si c'est vraiment comme il le suppose, terminer la quête cachée nous permettrait de choisir n'importe quelle université prestigieuse du pays. À ce moment, la situation à l'intérieur du donjon n'est pas optimiste. Plus de 10 cauchemars apparaissent soudainement et nous entourent. Je demande aux 4 autres coéquipiers de s'occuper des cauchemars d'un côté, pendant que je fais face à ceux de l'autre côté seul. Comme nous avons déjà brisé l'illusion du village des cauchemars, maintenant, lorsque je tue des cauchemars en combat rapproché, je peux gagner des points d'attribut gratuits en récompense. Après quelques rounds de combat, un équipement de mage tombe également, le collier de fée de rang F. Effet unique augmente les dégâts des compétences de 5%. L'équipement de rang F est assez décent pour le stade d'apprenti, mais comme je ne peux pas lancer de compétences pour le moment, il ne m'est pas très utile. Alors je donne ce collier à mon ami d'enfance, Kenny. Ensuite, nous nous enfonçons plus profondément dans le donjon pour chercher l'objet de quête, cœur du cauchemar. Avant que nous puissions faire de pas, avec un boom, le sol se fend soudainement, puis plusieurs d'entre nous tombent sous terre. Une odeur très nauséabonde imprègne l'air ici. Kenny suppose que nous sommes peut-être tombés dans les égouts, mais bientôt, Zoé découvre la source de cette odeur nauséabonde. À cet instant devant nous, un monstre étrange est accroupi. Cela ressemble à la même espèce que les cauchemars, et cette odeur nauséabonde est son souffle. Le système nous informe qu'il s'agit d'un boss rare dans le donjon appelé Roi des Cauchemars. Il est actuellement en état de sommeil. Si nous le réveillons, nous serons chassés par le Roi Cauchemar. La scène devant moi me donne une théorie, peut-être que le cœur du cauchemar est le cœur du Roi Cauchemar. Cependant, tuer le Roi Cauchemar maintenant est presque impossible, car en tant que boss de donjon, sa puissance d'attaque est aussi élevée que 65 points. Juste une attaque normale pourrait facilement nous tuer, donc nous devons trouver un moyen de partir sans réveiller le Roi Cauchemar. Cependant, je crois qu'il y a une chance de tuer le Roi Cauchemar devant nous, car ma statistique de force a maintenant atteint 101 points. Combiné avec la force passive, cela fait des merveilles. Et avec l'équipement anneau du roi squelette, je peux réduire d'un tiers les points de vie du roi cauchemar en un instant. Tant que les prochaines attaques peuvent toucher les points vitaux du roi cauchemar, il est possible de le tuer, mais ce plan est très risqué. Une seule erreur et nous serons instantanément tués par le roi cauchemar. Ensuite, j'explique le plan à mes coéquipiers. Bien que les statistiques du roi cauchemar soient intimidantes, il a une faiblesse évidente, sa valeur de défense. J'ai donc besoin que vous m'aidiez à attirer son attention. De cette façon, je suis sûr de pouvoir tuer ce roi cauchemar. En entendant cela, mes coéquipiers choisissent de me faire confiance et de mettre leur sort entre mes mains. Après tout, nous sommes arrivés jusqu'ici en suivant mes directives. Après s'être reposé un moment, nous avançons et observons attentivement les points faibles du roi cauchemar, car la première attaque est extrêmement importante. Nous devons trouver son point le plus vulnérable, et le système a donné un indice que tant que nous n'attaquons pas le roi cauchemar, il ne se réveillera pas. Quelques instants plus tard, je vois un endroit sur le corps du roi cauchemar émettre une faible lueur, et cet endroit est précisément à l'emplacement de son cœur. Je suppose donc que le point lumineux doit être la faiblesse du roi cauchemar. Ensuite, j'équipe l'anneau du roi squelette. Je brandis mon bâton et frappe fort le roi cauchemar. Cette scène laisse mes coéquipiers stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que les dégâts physiques d'un nécromancien de niveau apprenti atteignent un terrifiant 508. Le système affiche alors une notification. Le joueur Jihoyu a brisé le cœur du cauchemar en combat. La quête cachée est maintenant modifiée à une difficulté de niveau, un tuer le roi cauchemar. Voyant cela, j'appelle rapidement mes coéquipiers derrière moi pour procéder selon le plan initial.
Marcus charge en avant le premier, encaissant les coups à l'avant, tandis que Kenny et les autres fournissent des buffs et un tir de couverture depuis l'arrière. Mais même avec la puissance d'attaque pour renforcer le roi cauchemar, plus le bouclier de paladin de Stella, une frappe occasionnelle peut encore enlever près de 30 points de vie à Marcus. À ce moment, je suis déjà derrière le roi cauchemar, prêt à frapper. Alors qu'une silhouette extrêmement rapide passe devant mes yeux, je fais un mouvement de balayage avec mon bâton à travers l'abdomen du roi cauchemar bientôt, le système affiche une alerte. Les PV du boss roi cauchemar sont détectés comme étant extrêmement bas, sur le point d'activer la compétence royaume du cauchemar. Le corps du roi cauchemar tremble, puis une lumière rouge foncé émane de son corps. C'est une compétence de dégâts continus à effet de zone qui inflige des dégâts à toutes les unités ennemies pendant l'incantation et ne peut pas être bloquée. Il semble que la confusion que ces personnes ont subie auparavant était également l'effet de cette compétence. Puis j'ai agité ma main avec force, interrompant de force l'incantation du roi cauchemar, et avec l'amélioration de buff de Zoé, j'ai immédiatement lancé le coup final sur le roi cauchemar. Avec un ding, le système me félicite pour avoir réussi le premier kill du boss du village cauchemar, me récompensant avec 30 points d'attributs gratuits. Et distribuera des évaluations de récompenses en fonction de la performance de chaque joueur. Joueur Zoé, évaluation du donjon rang D, récompensé par le livre de compétences rang D brise de printemps. Joueur Stella, évaluation du donjon rang C, récompensé par le livre de compétences rang D armure d'épines. Joueur Kenny, évaluation du donjon rang C, récompensé par le livre de compétences explosion terrestre. Joueur Marcus, évaluation du donjon rang C, récompensé par le livre de compétences de rang D forme unique d'épée. Joueur Juyu, évaluation du donjon rang A, récompensé par le livre de compétences de rang B art flétrissant. Je ne peux pas utiliser de livre de compétences pour l'instant. Je ne peux qu'espérer que le noyau d'âme laissé par le boss donnera quelque chose de bon. Avec un éclair de lumière, le joueur Juyu a réussi à obtenir l'équipement de rang B épée perce dragon. Effet unique, augmente la puissance d'attaque de 100 points et ignore 30% de l'armure de la cible, restreint à la classe guerrier. Je regarde l'épée longue dans ma main avec un peu d'impuissance. Cette épée est en effet une excellente arme, mais ma classe est mage donc je ne peux pas l'utiliser du tout. Alors je lance l'épée longue à Marcus derrière moi. Sa classe est guerrier, donc c'est parfait pour lui. Sur mon panneau d'attributs actuel, seule ma statistique de force me satisfait. Relativement parlant, mes points de vie sont encore trop bas, seulement environ 70 points. Parce que la restriction passive m'empêche d'allouer des points à d'autres attributs, je dois trouver d'autres moyens de survivre. Ensuite, le système nous informe que nous avons terminé toutes les quêtes cachées et que nous serons bientôt transportés dans le monde réel. Après notre retour dans le monde réel par le portail, l'instructeur Chen a l'air excité. Sa supposition était correcte. Nous sommes effectivement tombés dans la quête cachée du village cauchemar, c'est génial. Après avoir terminé la quête cachée, entrer dans n'importe quelle université prestigieuse ne pose aucun problème. Après un certain temps, des enseignants de recrutement spécial de diverses universités prestigieuses arrivent les uns après les autres. Bien que terminer une quête cachée dans un donjon d'essai puisse directement gagner la faveur des universités prestigieuses, selon la procédure, nous devons encore passer un test simple d'abord pour vérifier si nos classes et nos capacités de talent correspondantes répondent aux normes d'admission. En entendant cela, je me sens quelque peu impuissant car s'ils doivent vérifier les capacités de classe, en tant que nécromancien qui ne peut pas utiliser de compétences, je serai certainement éliminé. Le premier à passer le test est Marcus, le chef de classe avec un talent de rang B en tant que cultivateur d'épée. Sa compétence, forme d'épée unique, transperce directement la défense de l'instructeur Pierce. Gardez à l'esprit que Pierce est un cultivateur de lance de niveau intermédiaire. Bien que la défense ne soit pas sa spécialité, il est tout de même au niveau 25. Les cultivateurs d'épée sont vraiment à la hauteur de leur réputation en tant que classe infligeant le plus de dégâts. Ensuite, c'est au tour de Zoé, la guérisseuse. Bien qu'elle ne soit qu'au niveau 4, elle a déjà maîtrisé la compétence de guérison de zone bénédiction de la brise printanière. Pendant ce temps, la puissance de combat de Stella est tout aussi impressionnante. Le bouclier défensif qu'elle invoque non seulement absorbe les dégâts, mais en reflète même une partie. La capacité de Kenny est encore plus incroyable. Il peut lancer instantanément explosion terrestre sans aucun signe d'incantation. Atteindre ce niveau de maîtrise nécessite de dépasser le niveau apprenti, pourtant Kenny n'est que niveau 5. Pendant un moment, l'instructeur Pierce ne parvient pas à comprendre l'instructeur Chen. Cultiver 5 jeunes prodiges simultanément en seulement un an, peut-être est-il une puissance retraitée qui se cache depuis des années quelques instants plus tard, je suis le seul à ne pas avoir été testé. Lorsqu'il entend que j'ai déjà atteint le niveau 7, l'incrédulité envahit le visage de l'instructeur Pierce. Non seulement je suis le légendaire nécromancien de classe cachée, mais je suis aussi 2 niveaux au-dessus des 4 autres. Il attend avec impatience de voir à quel point les créatures mortes vivantes que j'invoque seront puissantes. Puis, en un éclair, je me précipite en avant. Alors que mon poing est sur le point de frapper, l'instructeur Pierce ressent une vague de mépris. Il pense que mon expérience en combat est gravement insuffisante. En combat réel, personne ne laisserait un mage s'approcher assez pour lancer un sort. Mais la seconde suivante, mon poing s'écrase violemment sur sa mâchoire. Ce qui se passe ensuite fait halter tout le monde de stupeur, car ce simple coup de poing vient de terrasser un expert de niveau 25 de rang intermédiaire. Même l'instructeur Red, venu pour le recrutement, est sans voix. Il soupçonne Pierce de faire exprès pour me donner un traitement de faveur. Après tout, il est de notoriété publique que les nécromanciens ont les corps physiques les plus faibles de toutes les classes. À cet instant, l'esprit de l'instructeur Pierce est en ébullition. S'il n'avait pas réagi rapidement à ce coup de poing, il pourrait déjà être inconscient en ce moment. Je dis avec une légère excuse, désolé instructeur. En raison de mon talent, je me concentre sur la force physique. J'espère donc rejoindre le programme de cultivateur corporel de l'université de la capitale dans le département des guerriers. À cela, l'instructeur Red explique que rejoindre un programme en dehors de sa propre classe n'est jamais arrivé auparavant, donc il devra soumettre une demande au directeur. Peu de temps après, le directeur de l'université de la capitale, Gideon, arrive par transmission holographique. Il dit qu'il comprend ma situation et que l'université de la capitale m'accueille à tout moment. De plus, si les 4 autres étudiants le souhaitent,
ils peuvent également rejoindre. Je m'approche alors du directeur Gideon et lui pose une question. « Directeur, connaissez-vous mon père, Jonathan Yu ?» À cela, Gideon comprend immédiatement. Pas étonnant qu'il ait ressenti une telle familiarité en me voyant pour la première fois. Mes parents étaient en fait tous les deux ses élèves. Cependant, cela fait plus d'une décennie qu'il ne les a pas vus. Mais avant que mes parents ne disparaissent, ils avaient mentionné des donjons exclusifs à Gideon. Il pourrait donc y avoir quelque chose que mes parents ont laissé dans mon donjon exclusif. Environ une semaine plus tard, je me présente à un portail de donjon dans le royaume intérieur. Je me prépare à débloquer mon donjon exclusif en avance. Le terminer avant d'entrer à l'université offre des récompenses substantielles en ressources. De plus, il contient probablement des informations laissées par mes parents. Avec un ding, le système me notifie que notre donjon exclusif assigné est le repère de Wandu. L'introduction dit « La légende parle d'une ancienne tribu maléfique à Qiandongnan où les gens sont féroces et violents, excellents dans l'élevage d'insectes toxiques. Ces insectes se reproduisent à l'intérieur du corps de leurs victimes, dévorant continuellement la chair jusqu'à ce que l'hôte meure. Objectif de la quête, localiser la tribu maléfique et éliminer tous les insectes toxiques dans le donjon. Petit rappel, le Wandulaire nécessite 5 joueurs pour être débloqué, donc le système me jumellera avec 3 coéquipiers supplémentaires. Après avoir examiné tous les détails, je franchis le portail du donjon. Bientôt, nous rencontrons nos 3 autres coéquipiers. Leur classe, nos 2 mages de feu, Finn et Félix, ainsi qu'un guerrier nommé Drake. Quelques instants plus tard, nous atteignons le premier point de contrôle du donjon. Une porte en pierre apparaît devant nous, Drake le guerrier avance et déclenche une compétence sur la porte en pierre. Cependant, le système affiche cela comme une attaque invalide. Cette porte doit avoir une immunité magique, on dirait que nous devrons suivre les indices fournis pour l'ouvrir. Je fixe la porte, profondément plongé dans mes pensées. Cette porte en pierre a-t-elle seulement une immunité magique? Peu de temps après, Finn trouve une réponse approximative. Mais entre-temps, j'ai déjà forcé la porte en pierre à s'ouvrir en utilisant mon passif, la force fait des miracles. Cela laisse les 3 coéquipiers sans voix. N'est-ce pas censé être un donjon réservé aux mages? C'est quoi son problème à ce type? À vrai dire, je suis moi-même un peu surpris. J'essayais juste de pousser avec un peu de force. Derrière la porte de pierre, une autre bloque immédiatement notre chemin. Ce qui est différent ici, c'est que des lys araignées rouge sang couvrent le sol partout. Avant que nous puissions faire 2 pas, un gaz toxique violet foncé apparaît sur le corps de tout le monde. Le système nous informe que nous sommes empoisonnés, perdant 3 points de vie par minute jusqu'à la mort. Je soupçonne que le poison vient de ces lys araignées, donc nous devons ouvrir cette porte rapidement et sortir d'ici. Cette porte aussi ne nécessite qu'un coup de poing pour que je l'ouvre facilement. À ce moment-là, les yeux de mes coéquipiers s'écarquillent instantanément. Ces portes puzzle sont censés tester l'agilité mentale du mage, mais apparemment ce n'est plus nécessaire. Bientôt, nous apparaissons dans une vallée ouverte. Le système nous informe que nous avons accompli le premier objectif du donjon, localiser la tribu maléfique, le repère de Wandu. Juste à ce moment-là, une fille à la peau sombre en tenue étrange apparaît devant nous. Elle demande si nous venons de l'extérieur. Elle remarque aussi que nous sommes empoisonnés par les lys araignées et que nous devons rapidement la suivre jusqu'au sanctuaire de Wanling pour obtenir l'antidote. Si le poison pénètre trop profondément, il sera extrêmement difficile de l'éliminer complètement de nos corps. J'observe silencieusement la fille. Qu'est-ce exactement que ce sanctuaire de Wanling dont elle parle? Pour l'instant, cependant, notre seule option est de la suivre là-bas. Quelques instants plus tard, nous suivons la fille jusqu'au sanctuaire de Wanling. Le soi-disant antidote, la soupe aux 5 poisons, s'avère être un bouillon fait à partir de divers insectes toxiques et créatures venimeuses. Cependant, les effets sont évidents après l'avoir bu. La toxine du lys araignée a complètement disparu de mon corps. Mais après que tout le monde ait bu la soupe aux 5 poisons, les parents de la fille nous disent de partir car le sanctuaire de Wanling n'accueille pas les étrangers. Cependant, à l'insistance de la fille, nous décidons de rester pour la nuit. Quand la nuit tombe, la fille se dirige vers l'hôtel. Ce soir, c'est une pleine lune rare qui se produit une fois par siècle. Lors de ces nuits, le sanctuaire de Wanling organise un rituel pour protéger son peuple, et les sacrifices vivants sont des humains qui n'appartiennent pas au sanctuaire de Wanling. En un instant, leur chair est complètement dévorée par le nuage d'insectes. Nous assistons à cette scène alors que nous suivions en secret. Ce sanctuaire de Wanling a définitivement des liens profonds avec les insectes toxiques. Le nombre d'insectes ici est écrasant et de nombreux membres de la tribu participent. Nous devrions retourner pour discuter d'un plan détaillé. Pendant ce temps, au centre de l'hôtel, la chef du sanctuaire de Wanling sent la présence d'étrangers à proximité. Elle ordonne à ses subordonnés de les capturer. Ils feront des sacrifices parfaits pour le roi des insectes. Nous nous précipitons vers la maison de la fille aussi vite que possible. À ce moment-là, Finn est trempé de sueur froide. Si les membres de la tribu découvrent notre but, nous serons sûrement capturés comme sacrifice. Juste à ce moment-là, j'entends un bruissement venant de l'extérieur de la porte. D'innombrables insectes rampent vers nous de toutes les directions. Voyant cela, Finn active immédiatement sa compétence défensive, barrière de flamme. En balançant mon bâton pour chasser les insectes, je réalise quelque chose. Les insectes sont si faibles que je ne gagne aucun point d'attribut grâce à eux. Sinon, cet essaim serait une excellente expérience pour moi. En même temps, Kenny utilise une compétence combo pour ralentir l'essaim d'insectes. Quelques instants plus tard, une silhouette s'approche lentement. Il dit qu'il voulait à l'origine nous faire découvrir la puissance de l'antre de Wandu, mais ne s'attendait pas à ce que nous osions tuer les insectes qu'il vénère comme des divinités. Maintenant, il n'y a qu'un seul destin pour nous, devenir de la nourriture pour les saints. La figure devant nous est un PNJ commun de Wandulaire nommé Cancer. Bien que de rang commun, ses attributs dépassent de loin ceux de tous les autres membres de l'équipe, sauf moi. À ce moment, une idée germe dans mon esprit. Un donjon caché pour débutants ne pourrait pas être conçu aussi difficile. Il doit y avoir une méthode de speedrun cachée à l'intérieur.
Mon corps s'élance alors comme un boulet de canon, atteignant rapidement Cancer. Un seul coup de poing envoie Cancer valser. Cela humilie complètement Cancer, et il entre immédiatement dans un état puissant, l'état de dévoration d'insectes. Tout le monde affiche des expressions choquées, son panneau de statistiques a encore augmenté de manière significative. Cependant, à peine 2 secondes plus tard, Cancer s'agenouille devant moi comme un misérable vaincu. J'exige qu'il avoue honnêtement de quoi parler ce rituel. Cancer révèle docilement le secret de l'antre de Wandu. Ils avaient conclu un pacte avec la reine des insectes. Les nuits de pleine lune, ils doivent offrir de la chair fraîche en sacrifice. Ce puits de pierre ancien est l'endroit où la reine insecte réside et élève sa progéniture. Ces mots font comprendre instantanément quelque chose à Kenny. Les parents de la fille ont aidé à guérir notre poison, car ils nous avaient déjà marqués comme les prochains sacrifices. Je pose alors à Cancer ma question brûlante. Pourquoi la fille appelle-t-elle la tribu sanctuaire Wanling alors qu'il l'appelle Repère Wandu? Cancer a l'air confus. Les enfants de la tribu ont été envoyés tôt pour aider à préparer le rituel. Mais bientôt, ils pensent à une possibilité. Le chef de leur tribu se déguise souvent en petite fille. Après qu'il ait fini de parler, je lui donne un coup de poing sur le front. Avec un ding, le système me notifie que j'ai réalisé mon premier kill sur un PNJ en combat au corps à corps, me récompensant avec un objet consommable de rang S, protection du sage, qui annule un dégât mortel lorsqu'il est équipé. L'excitation envahit mon visage. Les objets de rang S sont le niveau le plus élevé dans le royaume intérieur. La panique commence à se répandre dans l'équipe. Si un simple PNJ de Wandulaire est aussi puissant, ils n'auront aucune chance si la chef elle-même apparaît. Je les rassure, la quête ne nécessite que d'éliminer les insectes. Quant aux membres de la tribu, nous n'avons pas besoin de nous battre jusqu'au bout, nous pouvons trouver une occasion de détruire ce puits. Quand nous retraquons notre chemin, le rituel est déjà terminé. Mais de manière inattendue, les parents de la fille sont effondrés à côté du puits ancien. Sous mon commandement, les coéquipiers déchaînent simultanément leurs compétences de dégâts les plus élevées sur le puits. Avec un fracas retentissant, un énorme trou apparaît dans le sol devant Kenny ressent quelque chose d'inhabituel. Avec des dégâts aussi puissants, les insectes n'auraient pas dû survivre. Pourtant le système n'a pas affiché de fenêtre de quête terminée. Soudain, une voix glaçante vient de derrière nous. La silhouette du chef de l'antre de Wandu émerge lentement de l'obscurité. Je révèle directement son identité. Tu es la fille qui a aidé à guérir notre poison, n'est-ce pas? À cela, le chef comprend quelque chose. Puisque nous sommes ici, la mission de Cancer a dû échouer. En un éclair, elle se transforme de nouveau en petite fille. Ses lèvres se courbent en un sourire impuissant. Nos actions ont complètement enragé la reine des insectes, donc elle n'a pas d'autre choix que de nous sacrifier. Je l'interromps. Une chef qui n'épargne même pas son propre peuple n'a pas besoin de faire semblant d'être gentille. À cela, la chef arrache son masque avec mépris, même s'il s'agit de ses parents biologiques, quiconque devient un obstacle à sa croissance sera impitoyablement éliminé. Alors qu'elle termine, la fureur monte en moi. Comment ose-t-elle insulter le mot même de parents devant moi? Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu mon père et ma mère. Voyant cela, la chef me dit de ne pas être en colère. Bientôt, elle m'enverra retrouver mes parents. L'instant d'après, un essaim dense d'insectes se rassemble. Brutus, l'aîné de la tanière de Wandu, détourne l'attention des 4 autres coéquipiers. Je continue à balancer mon bâton pour chasser les insectes devant moi. Je sais très bien que cette guerre d'usure ne fonctionnera pas, mais maintenant j'ai la protection du sage qui peut me ressusciter, je peux y aller à fond contre elle. Je fonce sur le chef avec le poing levé. Le chef regarde ma silhouette être engloutie par les insectes avec une confiance arrogante. Elle est absolument certaine que ces insectes peuvent m'arrêter. Cependant, en un instant, je traverse son corps avec un fracas. Une entaille sanglante apparaît immédiatement sur son abdomen. Elle commence à murmurer des incantations et la blessure se referme lentement. Le système me notifie que le chef est entré dans l'état de dévoration des insectes. À ce moment, quelque chose me laisse perplexe. Le classement du système du chef est de rang rare, alors pourquoi ces statistiques sont-elles inférieures à celles du rang commun de Cancer? Dans ce moment de distraction, le poing du chef s'abat lourdement. Ce seul coup de poing épuise la majeure partie de ma barre de PV. Encore un coup, et la protection de Sage s'activera. Pendant ce temps, Kenny et les autres sont également engagés dans un combat difficile. En tant qu'ancien de Wandulaire, la force de Brutus est redoutable. Même leurs attaques combinées ne peuvent l'affecter. Cela rend Brutus arrogant. Comment de tels faibles osent-ils venir ici et causer des problèmes? Cependant, son expression s'assombrit bientôt. Le sable rouge a lié son corps. Alors qu'une puissance immense jaillit, le corps de Brutus disparaît sous les yeux de tous. Là où se tenait Kenny, une silhouette raffinée apparaît maintenant. Tout le monde regarde avec stupéfaction. Quand ce beau gars est-il apparu? Mais quand il parle, c'est la voix de Kenny. Il ne sait pas non plus ce qui s'est passé. En un instant, une force a brûlé toute sa graisse corporelle, puis son attribut d'esprit a augmenté de près de 300 points. L'esprit est directement lié aux dégâts des compétences. Près de 300 points en esprit équivaut à un mage de niveau moyen. Je dis alors à Kenny de lancer son attaque la plus puissante sur moi immédiatement. À cela, Kenny hésite. Faire cela me tuerait aussi, mais il se dit que tout au long de ce voyage, suivre mes ordres a fonctionné. Je dois avoir une issue. Avec cette pensée, Kenny déclenche Earth Blast à pleine puissance sans hésitation. À ce moment, l'expression du chef devient paniquée. Elle ne veut pas mourir ici facilement. Je ris et l'attrape. Désolé, trop tard maintenant. Une épaisse fumée remplit rapidement la zone. Quelques instants plus tard, le système affiche plusieurs notifications. Dommage létal détecté, objet protection du sage activé. Jouyu éveillé annule avec succès ses dégâts. De plus, pour avoir fait preuve de courage face à la mort, je reçois une compétence passive de rang A, pacte de force. Son effet, chaque 50 points de vie supplémentaires accorde un point de force, et chaque point de force accorde 10 points de vie supplémentaires. C'est essentiellement une compétence passive de niveau S.
Les points de vie et la force s'amplifient mutuellement. Avec ma force actuelle de 166, je gagne 1660 points de vie supplémentaires, cela double essentiellement ma santé. Kenny s'approche, l'air confus. Le chef n'est apparemment pas encore mort, puisque la fenêtre de fin de système n'est toujours pas apparue. À ce moment-là, la silhouette du chef émerge lentement de l'épaisse fumée. Ses lèvres se courbent vers le haut, alors qu'elle laisse échapper un rire glaçant. Elle a sous-estimé notre force. Désormais, elle donnera tout dans la bataille. Alors qu'elle parle, elle se transforme en une créature avec un visage humain et un corps d'insecte. Cela doit être la véritable forme du chef. Ses statistiques sont maintenant nettement plus élevées qu'avant. Le système affiche un avertissement rouge. Boss du donjon de l'antre de Wandu, détecté comme étant renforcé par une force inconnue, entraînant une puissance de combat bien supérieure à la difficulté débutant. Les joueurs peuvent maintenant choisir de quitter le donjon. À cela, Kenny envisage de partir. Après tout, les récompenses du donjon peuvent être obtenues à nouveau, mais mourir ici signifierait tout perdre. Je ne change pas d'avis. Le directeur Gideon m'a spécifiquement demandé de nettoyer mon donjon exclusif, car il contient probablement des indices sur la disparition de mes parents. Le visage du chef montre du mépris. Elle ne croit pas que je puisse lui faire du mal maintenant. En un instant, nous sommes engagés dans un combat rapproché. Après plusieurs échanges, mon corps subit des dégâts considérables, mais la terreur emplit le cœur du chef avant. Un coup de poing décontracté m'aurait presque tué instantanément, mais maintenant, même après avoir fusionné avec la reine des insectes, elle lutte. De plus, si elle ne se trompe pas, ma classe devrait être de type mage. Pourtant mes dégâts physiques dépassent clairement les siens. En pensant cela, la chef demande involontairement « Se pourrait-il que tu viennes de base ?» Au moment où elle termine, je brandis mon bâton. Quelles absurdités racontes-tu? Ne pense pas qu'agir comme un idiot te sauvera. Après plusieurs autres échanges, je balance lourdement mon bâton sur la chef. Dans son dernier moment, la chef comprend. Pendant un instant, elle a ressenti quelque chose de familier en moi, quelque chose provenant de la grande figure qu'il a créée. Le système me notifie que j'ai réussi à tuer une créature inconnue en combat rapproché, récompensant 15 points d'attributs gratuits. Quête du donjon de la tanière de Wandu terminée. Évaluation du donjon du joueur Drake, rang F, joueur Finn et Félix, rang E. La note du joueur Kenny, rang A. En tant que plus grand contributeur, ma note est rang S. Je reçois un livre de compétences de rang A Akasha Gate, et mon niveau atteint 10. Mais cela est loin d'être suffisant. Cela signifie seulement que je suis sur le point d'entrer dans les rangs des joueurs de niveau débutant en termes de Inner Realm. La récompense pour avoir tué le boss est une armure d'araignée folle de rang B qui accorde au porteur 800 points de vie, s'harmonisant parfaitement avec la compétence passive Pacte de Force. De plus, il y a un objet en forme de cube. La description indique « Une force mystérieuse y est scellée ». Quelques instants plus tard, le cube s'introduit dans mon corps. Le système m'informe que j'ai acquis la capacité d'inspecter les attributs des personnages dans un rayon de 10 niveaux autour du mien. Mes pupilles se contractent de choc. Il a choisi son hôte de manière autonome. En plus d'augmenter considérablement mes attributs de base, il y a aussi une capacité inconnue qui attend d'être débloquée. À ce moment-là, l'elfe guide, Hélène, s'approche lentement. Elle nous dit que nous avons réussi à terminer le donjon exclusif Wandu Lair. En tant que récompense unique pour la première victoire, elle augmentera nos attributs d'esprit de 20%. Je suis immédiatement sans voix. Bien que cette récompense semble généreuse, mon esprit de base est de 0 points. Une augmentation de 20% ne signifie rien pour moi. Le temps arrive rapidement au lendemain. Marcus est choqué de voir que mon niveau a également atteint 10. Sa surprise vient du fait que les donjons exclusifs pour les guerriers sont bien plus nombreux que ceux pour les mages, donc au début, les guerriers montent généralement de niveau avant les mages. Pourtant, maintenant j'ai atteint le même niveau que lui, et ce qui rend tout le monde encore plus curieux, c'est Kenny. Après seulement un jour, Kenny semble être une personne complètement différente. Zoé partage ensuite une nouvelle. Nous 5 avons été acceptés en avance à l'université de la capitale, mais nous ne nous sommes pas inscrits à l'examen grand du royaume intérieur de cette année. L'examen grand de l'Inner Realm est essentiellement une évaluation intensive de sélection de talents. Même les étudiants admis en avance s'inscrivent généralement à l'examen de l'année. Ils visent tous à devenir le meilleur érudit. Réussir cela apporte à la fois la renommée et la fortune, plus un objet de rang A supplémentaire. Cette année semble particulièrement généreuse. La rumeur dit que la récompense est un objet de rang S. Après discussion, nous 5 décidons de participer à cet examen du grand royaume intérieur. Après tout, les objets de rang S sont inestimables. Sur le chemin du retour, 2 silhouettes apparaissent soudainement devant moi. Mes yeux se plissent alors que je demande ce qu'ils veulent. Sans cacher leur intention, ils me demandent si je suis le mage Juyu qui a tué le chef dans le donjon de l'antre de Wandu. À ce moment-là, une pensée se forme. Je me souviens que le chef a mentionné Baise avant de mourir. Si je ne me trompe pas, ce doivent être des gens de cette organisation. Après mûre réflexion, j'invente un mensonge. Vous vous trompez de personne. Je m'appelle Marcus, pas Juyu. Cependant, il ne me croise pas et avance pour me maîtriser. Voyant cela, j'utilise la charge de la montagne de fer pour en repousser un. Son compagnon est horrifié. Ce sont des assassins spécifiquement conçus pour contrer les mages, et pourtant je peux facilement neutraliser des adversaires avec juste ma force physique. Alors peut-être que je ne mens pas. Après tout, les mages sont notoirement faibles physiquement. Il joint alors les mains en signe d'excuse, disant que dans sa précipitation, il a confondu mon nom, il est seulement classé autour de 7000 dans l'organisation, donc les erreurs de renseignement arrivent fréquemment. Cette organisation Baise est vraiment redoutable. Un joueur de niveau 18 est classé seulement autour de 7000. Dans ce cas, je vais les laisser partir, sinon des adversaires plus forts viendront sûrement. Avec cette pensée, je fais un geste pour dire que ce n'est pas un problème et je me tourne pour partir. Une fois chez moi, je cherche immédiatement en ligne des informations sur Baise. Baise est une bête divine de la mythologie, d'un blanc pur avec des motifs de flammes sur ses membres, considérée comme une créature de bon augure capable de repousser les esprits maléfiques dans les temps anciens. Au-delà de cela, aucune autre information ne peut être trouvée. Puisqu'ils m'ont intercepté dans la rue, même chez moi ce n'est plus sûr, maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de participer au grand examen du royaume intérieur.
Tous les candidats reçoivent une protection stricte. Après la fin de l'examen, ce sera le moment de se présenter à l'université de la capitale. Ensuite, je serai encore plus en sécurité, car le directeur Gideon est connu comme le plus grand cultivateur d'épées du royaume intérieur. Je matérialise alors le cube de mon corps. Je n'ai toujours pas découvert son autre capacité inconnue. Soudain, une possibilité me vient à l'esprit. Peut-être est-ce un indice que mes parents ont laissé pour m'aider à les retrouver. Pendant ce temps, les deux assassins retournent à leur organisation pour faire leur rapport. Les renseignements étaient incorrects, la classe de la cible n'est pas mage, puisqu'il les a neutralisés d'un seul coup de poing. 2 jours passent rapidement. Je vais au bureau, voulant que l'instructeur Chen m'aide avec quelque chose, s'il reconnaît ce cube que je tiens. Après l'avoir examiné brièvement, l'instructeur Chen dit que ce cube est scellé par une force. Sans le mot de passe, seule la clé de déverrouillage peut l'ouvrir. C'est la seule façon de retirer le sceau tout en préservant le contenu. Sinon, il l'aurait simplement brisé d'un coup de poing. Je demande à l'instructeur Chen où obtenir la clé de déverrouillage. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Bientôt, je me téléporte à la mécanopolis mentionnée par l'instructeur Chen. En raison de l'éveil de la conscience des machines artificielles, une guerre homme-machine a éclaté ici. Finalement, les deux parties ont conclu un accord de paix désignant une zone dans le territoire humain pour que les machines puissent vivre. La zone habitée par les humains s'appelle Mécanopolis, tandis que le territoire des machines est appelé le royaume de Mécano. Le donjon légendaire de rang E, je dois trouver Lord Warren ici et obtenir une quête cachée pour obtenir la clé légendaire de déverrouillage. Il est aussi un professeur de biologie renommé parmi les humains. Mon regard capte plusieurs voyous s'en prenant à un vieil homme. Voyant cela, je m'approche et je les gronde pour qu'ils s'inclinent et s'excusent auprès du vieil homme immédiatement. L'un d'eux se sent extrêmement mécontent. C'est la première fois que quelqu'un lui manque de respect de cette manière. L'instant d'après, je prends une posture de combat. Le corps de cette personne a déjà volé à 100 mètres de distance. Cette scène fait trembler ses compagnons. Il s'incline profondément devant le vieil homme 10 fois de suite. Le vieil homme s'approche pour exprimer sa gratitude. Je lui dis que les remerciements ne sont pas nécessaires, mais sait-il comment trouver Lord Warren? À cela, le vieil homme hésite légèrement. Il se trouve qu'il a un moyen pour moi de rencontrer Lord Warren. Peu de temps après, je suis le vieil homme jusqu'à un château, mais en un clin d'œil, la silhouette du vieil homme disparaît. En voyant cela, je ne m'inquiète pas. Peut-être avait-il une affaire urgente et est-il parti sans dire au revoir. Cependant, lorsque je pousse la porte, je vois une scène incroyable. Cet vieil homme est en fait Lord Warren que je cherchais, et ces voyous sont en réalité ses gardes les plus puissants. La raison de cette mise en scène était qu'il cherchait un assistant suffisamment puissant, et maintenant il semble avoir trouvé cette personne. Il me fait une demande. Si je peux accomplir cette tâche, il me donnera la clé de déverrouillage. Demain, Lord Warren tiendra une conférence académique pour annoncer ses découvertes sur la vie mécanique et organique, mais en coulisses, certaines organisations prévoient de voler ces découvertes demain. Ma tâche est de vaincre le roi du royaume mécano et de détruire son cœur mécanique. Le temps arrive rapidement au jour suivant. J'arrive à la salle de recherche académique en attendant l'apparition de l'organisation mystérieuse. Environ 2 heures plus tard, une silhouette s'écrase d'en haut avec un fracas. Il ressemble à un cyborg. Cela doit être l'organisation mystérieuse que Lord Warren a mentionnée. Sa force est en effet redoutable. Tous les gardes présents ensemble ne peuvent poser aucune menace. En même temps, une silhouette mystérieuse apparaît ailleurs. Sans un mot, il utilise une compétence mystérieuse et capture Lord Warren. Tout cela fait partie du plan de Lord Warren. À ce moment-là, voyant que nous sommes vaincus, le ton du cyborg devient arrogant. Il nous dit d'arrêter de lutter. Son corps a subi une modification mécanique et nous ne pouvons pas le vaincre. Je m'avance et l'interromps. Dans ce cas, j'espère que ton corps est vraiment aussi fort. Sans lui laisser le temps de réagir, je lui assène un coup de poing puissant. Un seul coup de poing réduit presque sa barre de PV. L'incrédulité envahit son visage. Son corps a été personnellement modifié par le roi. Pourtant, un humain a traversé sa chair cybernétique d'un seul coup. Je suis ensuite un certain signal jusqu'à un endroit. Cela avait été convenu à l'avance avec Lord Warren. Il se ferait délibérément capturer et laisserait une trace de phéromone spécifique. De cette façon, je peux localiser la cachette du royaume mécano. Pendant ce temps, la figure mystérieuse révèle pourquoi il a capturé Lord Warren. Ils ont développé un cœur mécanique capable de biologisation, mais maintenant il fonctionne mal. À un moment donné, il est devenu une entité mécanique qui dévore la vie. Il doit généralement consommer au moins 3 vies humaines par jour, donc ce voyage est pour que Lord Warren résolve ce problème. Cela place Lord Warren dans un dilemme. S'il aide à réparer le cœur, plus d'humains seront transformés en cyborgs, mais s'il ne fait rien, des gens seront quand même consommés pendant ce temps. J'ai presque terminé d'éliminer les machines de bas niveau qui gardent dans la ville. Ce qui me surprend, c'est que tuer des machines accorde aussi des points d'attribut gratuits. Peu de temps après, j'atteins la pièce où Lord Warren est retenu. La figure mystérieuse me regarde en entendant mon arrivée. Bienvenue dans le légendaire Royaume Mécano. Il a vu ma performance au combat sur la surveillance. Si je me soumets à eux et subis une modification mécanique, je deviendrai sûrement le cyborg le plus puissant du monde. Lord Warren me dit que le cœur devant moi est l'objectif de ma mission. Détruisez-le et la mission est terminée. Je commence par envoyer la silhouette mystérieuse voler d'un coup de poing, puis je m'approche du cœur mécanique. Je tends tous mes muscles et lance des coups de poing continus. 2 secondes plus tard, le système me notifie que j'ai réussi à détruire le cœur mécanique Martha. À ce moment, la silhouette mystérieuse se rétablit et change de ton bien, qu'il soit le roi du royaume mécano. Le véritable maître du royaume n'est pas lui, mais l'impératrice Machina. L'impératrice Machina sait que j'ai détruit le cœur mécanique Martha, mais si je rejoins le royaume mécano, tous mes péchés seront pardonnés. À cela, je suis quelque peu surpris. D'après le ton de Lord Warren, cette figure mystérieuse devrait effectivement être le roi qu'il a mentionné, mais maintenant il y a soudainement une impératrice
l'impératrice aussi. En y pensant, je décide de le suivre pour voir cette soi-disant impératrice Machina. En chemin, quand la figure mystérieuse ne fait pas attention, je lui donne un coup de poing puissant qui réduit ses points de vie. J'avais presque oublié, la mission de Lord Warren inclut également de tuer le roi du royaume Mécano. Effectivement, le moment suivant, je reçois la récompense de la quête. La clé de déverrouillage, l'expérience acquise en tuant la figure mystérieuse me fait également passer au niveau 11. Cela fait officiellement de moi un mage de niveau débutant. Je soupçonne que l'impératrice Machina qu'il a mentionné est devant, car je ressens de fortes fluctuations d'énergie. C'est pourquoi je me suis occupé de lui tôt, mais la seconde suivante, je le regrette légèrement. Il y a une porte avec un verrou à mot de passe ici. Cependant, je ne m'en inquiète pas longtemps. Avec un bruit fracassant, je fracasse la porte en métal d'un coup puissant, mais à ma surprise, l'impératrice Machina ressemble à une fille humaine. Voyant la confusion dans mes yeux, la fille déclare directement qu'elle est l'impératrice Machina que je cherche. Le système confirme qu'elle est bien l'impératrice Machina, ses statistiques sont extrêmement élevées. En tant que PNJ de rang épique au niveau 48 avec 100 000 points de vie terrifiants, des statistiques comme celle-ci pourraient faire d'elle un boss dans un donjon de rang A, et pourtant elle apparaît dans un donjon de rang C. Cependant, l'instant suivant, l'impératrice Machina utilise une compétence pour lier mon corps et me tirer lentement vers elle. Elle me dit doucement qu'elle ne me fera pas de mal, pas besoin d'être si tendue. Elle pose ensuite sa main droite sur mon front et commence à échanger mes souvenirs. Bien qu'elle soit l'impératrice du royaume de Mécano, elle n'a jamais vu le monde extérieur. Et ce donjon du royaume de Mécano se réinitialise périodiquement, revenant à son état d'origine, car des gens viennent ici de temps en temps, trouvent Lord Warren et acceptent la quête cachée. Mais à travers toutes ces réinitialisations, je suis le seul à avoir brisé la convention et à l'avoir atteinte. Je comprends bientôt son intention. Je lui dis qu'elle pourrait aussi bien me tuer. Un faible de niveau 11 comme moi ne peut pas s'opposer aux règles opérationnelles du donjon. L'impératrice Machina ignore mes paroles et ouvre sa poitrine pour retirer son cœur mécanique. Elle dit que les règles du donjon peuvent en fait être exploitées. C'est un objet de rang S, cœur de la reine Mécano. Si je la porte, avec le temps, elle deviendra une autre impératrice Machina. De cette façon, elle peut partager les sensations de son avatar et découvrir le monde extérieur. Ces mots me choquent. Un PNJ a pris conscience et essaie de s'échapper du donjon qu'il a créé. Cependant, cela m'est complètement bénéfique. Après avoir accepté sa demande, le système me félicite d'avoir terminé le donjon du royaume Mécano évaluation de la réussite du donjon, rang A. Les récompenses incluent un livre de compétences de rang B, immobilisation, et un objet de rang C, points mécaniques. Après m'être téléporté de retour, j'utilise immédiatement la clé de déverrouillage pour ouvrir le cube. À ma surprise, à l'intérieur se trouve une arme légendaire, la lame croissante du dragon azur. Cela doit être ce que mes parents m'ont laissé, mais comment savaient-ils que j'aurais besoin d'une arme de mêlée? Juste à ce moment-là, l'instructeur Chen se précipite, me disant d'oublier tout cela car le grand examen est sur le point de commencer. Pendant ce temps, au lieu de l'examen du grand royaume intérieur, la première académie et notre quatrième académie ont un différend. Comme je ne me suis pas présenté, l'examen ne peut pas commencer, alors ils pensent que les étudiants de la quatrième académie devraient simplement retourner dans leur propre école. Après tout, chaque année lors du grand examen, les candidats de la quatrième académie jouent essentiellement des rôles de soutien, tandis que la première académie a remporté le titre de major de promotion 3 années de suite. Heureusement, à la dernière minute, j'arrive sur le lieu juste à temps. Les étudiants de la première académie semblent encore plus mécontents maintenant. Ils n'arrivent pas à croire que la personne qui les a fait attendre si longtemps semble être un faible total. Puis j'apprends leurs identités. Je leur souris avec le même dédain. J'espère que vous pourrez parler aussi fort sur la scène de l'arène. Quelques instants plus tard, l'examinateur en chef annonce le début officiel de l'examen. Cet examen grandiose utilise un système d'élimination par points. Gagner un tour ajoute 2 points. Perdre déduit 1 point. Une série de victoires ajoute 1 point supplémentaire, tandis que les séries de défaites n'entraînent pas de déduction supplémentaire. L'examen est divisé en différentes zones par classe. Les règles sont simples. En utilisant les règles de l'arène, les points de vie tombent à un minimum d'1 point sans mort directe. Donc l'échec ne compte que lorsque les points de vie atteignent 1 point ou qu'un côté se rend. Après 10 tours, les 10 meilleurs marqueurs s'affrontent dans des matchs d'arène pour déterminer le meilleur érudit. Dans les gradins publics, le meilleur érudit de l'année dernière, Drexor arrive pour regarder, il est convaincu que le meilleur érudit de cette année sera encore de la première académie. Ici, mon adversaire du premier tour est Tyson Drake de la première académie, ce gars qui parlait fort à l'instant. Mon ton devient sarcastique. Oh, alors tu es Tyson Drake? Je ne savais pas. Je pensais que tu étais un protagoniste arrogant ou quelque chose comme ça. Puis l'arbitre nous demande de présenter nos niveaux et classes première académie. Tyson Drake, niveau 9, apprenti mage de foudre. Quatrième académie, Juyu, niveau 11, nécromancien de niveau débutant. À ma fin, les pupilles de Tyson se rétrécissent. J'ai déjà atteint le niveau de mage de débutant, ce qui est le niveau de prétendant au meilleur érudit, mais par commodité, la magie de la foudre contrecarre naturellement la nécromancie. Tyson agite alors son bâton et lance la compétence Anneau de tonnerre. L'agitation sur ce champ de bataille attire rapidement l'attention des spectateurs, car la probabilité d'éveil d'un mage de foudre est un... Même le major de promotion de l'année dernière, Drexor, montre de l'intérêt. Il veut savoir ce qui se passe lorsque deux grandes écoles de mages s'affrontent. En ce moment, je ne sors pas mon bâton pour lancer des sorts de nécromancie. À la place, j'avance lentement. Puis je traverse facilement la barrière de tonnerre de Tyson. Cette scène le fait transpirer à grosses gouttes. Quel genre de monstre suis-je pour franchir sa barrière de tonnerre la plus fière? Les nécromanciens sont reconnus comme la classe la plus fragile. En ce moment, tout le monde partage les pensées de Tyson. Ce nécromancien renverse complètement leur compréhension.
Ici, j'atteins Tyson et j'équipe les poings mécaniques sur ma main droite. Le son de la chair qui se déchire résonne. Le corps de Tyson vole en arrière comme un boulet de canon. Sa barre de PV montre maintenant seulement un point. Mais en réalité, mon attaque a infligé plus de 1000 dégâts. Sur n'importe quelle autre carte, il me devrait 5 vies. En ce moment, les expressions de tout le monde passent du doute au choc. Un nécromancien prenant de la magie de contre-type tout en infligeant plus de 1000 dégâts physiques. Même le directeur de la première académie se sent trompé. Mon profil indique clairement la classe de nécromancien. Pourtant, en ce moment, cette scène est une gifle pour lui. L'instructeur Chen souligne que les règles n'interdisent pas explicitement aux nécromanciens de s'entraîner à la force physique. Juste à ce moment-là, l'arbitre apparaît derrière moi. Parce que ma performance était trop exceptionnelle et que quelqu'un m'a dénoncé pour tricherie, ils doivent me tester maintenant. À ce moment-là, les autres candidats poussent de profonds soupirs de soulagement. Heureusement que je suis aussi fort uniquement grâce à la triche, sinon s'ils étaient jumelés avec moi, ils se feraient certainement battre sévèrement. De l'autre côté, je pénètre dans la formation de détection suivant les instructions de l'équipe d'arbitre. Contre toute attente, la formation ne montre aucune donnée anormale, ce qui signifie que ce coup de poing est de cette façon, l'arbitre déclarerait que j'ai volontairement abandonné. Après avoir attendu un moment, je réapparais dans le lieu. Désolé de vous décevoir, vos espoirs sont à nouveau anéantis, mon prochain adversaire n'a pas l'air très futé. Il choisit directement d'abandonner. Il ne veut pas perdre la face devant tout le monde. Ainsi, en comptant le bonus de série de victoires, mes points atteignent 5, théoriquement le maximum possible, en 2 matchs. Dans les matchs suivants, les adversaires qui me sont opposés choisissent tous tacitement de se rendre. Jusqu'à la 9e manche où, par la manipulation de la première académie, ils me confrontent à une maîtresse de la 2e académie, Serena Shah, une mage de glace de niveau 11 au rang débutant. L'instant d'après, je saisis fermement la lame croissante du dragon azur à 2 mains, mon corps tout entier se précipite vers Serena comme un éclair rapide. Serena réagit rapidement, lançant instantanément la compétence défensive prison de glace. Je ricane froidement, renforce mes poignets, et la lame danse rapidement, balayant facilement les blocs de glace devant moi. Au moment où je bondis, le visage de Serena affiche une expression de victoire confiante. Profitant de cet élan, elle lance la compétence de contrôle mur de glace éternel. Une lumière bleue froide traverse rapidement l'air, me frappant en un clin d'œil. Touché par cette force glaciale, je suis instantanément gelé. Voyant cela, tout le monde dans les gradins se sent désolé pour les candidats précédents. Il s'avère que j'ai seulement l'air coriace, mais les compétences de contrôle peuvent me vaincre, puis l'arbitre dit à Serena que le match n'est pas terminé. Je perds seulement des points de vie progressivement, sans tomber à 1 point. En entendant cela, Serena se tient à l'écart en attendant le résultat. Après tout, quand le temps sera écoulé, mes points de vie s'épuiseront naturellement, mais en réalité, ces dégâts nécessitent au moins 2 heures pour vider ma barre de points de vie. Quelques instants plus tard, des fissures commencent à apparaître dans son mur de glace. Serena ne comprend pas pourquoi mes points de vie ne sont-ils pas tombés à 1 point après tout ce temps. Au lieu de cela, sa prison de glace montre des signes de rupture. En un éclair, ma silhouette émerge lentement du mur de glace. Maintenant, le jeu devrait être terminé. À force de lancer des compétences, la barre de mana de Serena est maintenant épuisée. Je ne me retiens pas et termine rapidement le match. Après la fin de la première phase, je réussis à obtenir une série de 10 victoires consécutives dans les tours éliminatoires. En plus de moi, 9 autres candidats accèdent également au match d'arène de la 2e phase. Le dernier candidat restant dans l'arène devient le major de promotion de cette année. Je prends l'initiative de choisir de devenir champion de l'arène, car pendant la pause, Serena de la 2e académie me dit quelque chose. Au 9e tour, mon adversaire n'était pas censé être elle, mais quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, essayant de mettre fin à mon parcours d'élimination. Prématurément, quelques instants plus tard, une silhouette marche lentement sur la scène de l'arène. Il me fait une offre audacieuse de me donner 2 500 000 à condition que j'abandonne volontairement, car il a enquêté sur mon passé, orphelin depuis l'enfance, ne vivant pas bien. Il pense que quelqu'un comme moi veut juste utiliser le grand examen pour se faire un nom et gagner de l'argent. En entendant cela, je ris et lui dis « Si seulement ta force égalait tes paroles ». Voyant cela, son expression s'assombrit. Il se présente, Vincent Gray de la première académie, un mage de l'ombre de niveau débutant. En entendant ces mots, je pense en moi-même, d'après ce qu'il vient de dire, c'est probablement lui qui complote dans l'ombre. À ce moment-là, la main de Vincent, ses mains s'agitent rapidement, murmurant sous son souffle, puis, avec un geste grandiose, il invoque des serviteurs de l'ombre. Comme mon nécromancien, le mage de l'ombre appartient à la classe des invocateurs cachés. Tout le monde regarde avec impatience. C'est destiné à être une bataille extrêmement spectaculaire. En ce moment, je me sens quelque peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que les invocations de Vincent ne soient pas pires que celles d'un nécromancien. Mais maintenant, ma force physique a atteint un niveau très élevé. En balançant simplement la lame croissante du dragon azur quelques fois, il ne reste instantanément que 3 serviteurs de l'ombre sur le terrain. Cette scène laisse Vincent complètement stupéfait. Qui a dit que les nécromanciens sont fragiles? En ce moment, je suis comme une bête humanoïde. Cependant, dès que j'élimine les serviteurs de l'ombre, Vincent ricane et lance une autre compétence, assimilation de l'ombre sacrificielle. La seconde précédente, son bras blessé par mon coup guérit rapidement. Simultanément, ma main droite ressent une douleur inexplicable. Je suppose que c'est l'effet de sa compétence. Les attaques sur son corps se reflètent directement sur le mien. Mais sans attaquer directement son corps, je ne peux pas gagner ce match d'arène. Puis Vincent sort une dague de sa poche. Ensuite, avec un bruit de succion, il la plante violemment dans sa propre poitrine. Instantanément, ma barre de PV chute également. Son comportement me semble étrange, le cœur transpercé, et pourtant il reste là, indemne. Et bien que les dégâts réfléchis ne soient trop pas élevés, je ressens chaque vague de douleur de manière vive. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le geste extrêmement insensé de Vincent. Il saisit le poignard sans hésitation et le poignarde violemment vers son aine. L'instant avant qu'il ne réussisse, j'utilise la lame croissante du dragon azur pour faire tomber le poignard de sa main à temps.
Simultanément, Vincent saisit cette opportunité et lance à nouveau Assimilation de l'ombre sacrificielle. Ses dégâts réfléchis me retirent près de 500 points de vie. Bien que ce type soit aussi une classe de summoner caché, il ne devrait pas avoir une compétence aussi surpuissante. Peut-être que cette aura sombre autour de lui est une limitation de compétence. Puis je l'avertis, j'ai compris ta compétence, si j'ai raison, ce coup de poing pourrait te tuer. En entendant cela, Vincent ne montre aucune surprise. Au lieu de cela, il me dit avec confiance que sa compétence n'a pas de faiblesse. Pendant ce temps, derrière sa main droite, il condense silencieusement une sphère d'énergie violette. En un instant, les deux figures s'affrontent avec une force tonitruante. Puis, au moment où il lance Assimilation de l'ombre sacrificielle, mon poing levé s'abat violemment. En ce moment, je regarde son expression grave. Si je me suis vraiment trompé, pourquoi bloques-tu encore mon attaque de toutes tes forces? Puis j'applique un peu plus de force à mon poing et quelques instants plus tard, je brise complètement son bouclier défensif. En ce moment, Vincent n'en croit pas ses yeux. Son bouclier d'ombre peut résister à l'attaque à pleine puissance d'un boss ordinaire. Et pourtant, devant moi, il est aussi fragile que du papier. Je marche lentement vers lui. Si tu te rends maintenant, il n'est pas trop tard. Cependant, la seconde suivante, d'innombrables auras sombres se répandent du corps de Vincent. D'après son état, il est apparemment fusionné avec ses serviteurs d'ombre invoqués. Vincent confirme qu'il s'agit bien d'une forme de fusion, et dans cet état, il peut vaincre n'importe quel cultivateur de corps du même niveau. En ce moment, ses mouvements sont extrêmement rapides. Mes attaques ne peuvent pas suivre sa silhouette en mouvement. La scène actuelle semble absurde aux spectateurs. S'il ne se trompe pas, cela devrait être la reine des mages, n'est-ce pas? Mais maintenant, cela pourrait tout aussi bien être la reine des guerriers. De l'autre côté, deux figures affichent des expressions furieuses. Ce sont les assassins qui m'ont intercepté il y a 2 jours. Ils se sentent grandement trompés. Je suis la cible de la mission, Juyu, pas Marcus comme je l'ai prétendu, mais bientôt nous nous reverrons. Pendant ce temps, sur la scène de l'arène, Vincent a l'air confus, il a clairement montré sa forme la plus forte, mais il n'a pas pris l'avantage. De plus, sa transformation a une limite de temps. S'il ne peut pas me vaincre maintenant, une fois le temps écoulé, il n'aura aucune chance de renverser la situation. En pensant cela, il active une compétence puissante, pierre d'ombre sacrificielle. Cette scène fait paniquer le directeur de la première académie. Avant cela, il avait explicitement interdit à Vincent d'utiliser cette compétence. Si on n'est pas prudent, toute la zone pourrait être rasée. En ce moment, nous commençons un autre round d'échange semblables à une tempête. Chaque collision produit des sons sourds mais puissants. Même ainsi, aucun des deux camps ne peut vaincre l'adversaire rapidement. Soudain, je vois quelque chose glisser au-dessus de ma tête. Quand je reprends conscience, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un conteneur d'expédition. À côté de moi, de nombreux autres candidats à l'examen sont également présents, donc cela doit être une opération d'enlèvement visant spécifiquement les candidats talentueux. Juste à ce moment-là, une silhouette en robe noire s'approche lentement. Elle me dit de ne pas être trop nerveux. Ils nous ont amenés ici parce qu'ils apprécient nos talents respectifs. Elle est Scarlett, la directrice régionale de l'organisation Base pour la ville de Sous. Ces paroles me font réaliser que Base est simplement une organisation folle osant kidnapper des candidats à l'examen en plein jour pendant le grand examen. Pendant ce temps, l'équipe des arbitres de l'examen et les responsables de l'académie discutent d'un plan de sauvetage d'urgence. Ils découvrent que les candidats kidnappés ont tous passé les tours d'élimination, ce qui signifie que nous ne sommes temporairement pas en danger de mort. En dehors de cela, 4 autres villes à l'échelle nationale ont également connu des incidents d'enlèvement de candidats. Ici, je regarde les menottes devant moi avec dédain. En appliquant un peu de force, je les brise facilement. Quelques instants plus tard, je mène tous les candidats et ouvre la porte du conteneur. Au même moment, Scarlett nous voit sur la surveillance. Bientôt, elle amène un groupe à notre poursuite. Maintenant, elle est confuse sur la façon dont nous avons brisé les menottes. Les menottes de la base ont une restriction de puissance de cultivateur de corps de niveau 20, en dessous de laquelle personne ne devrait pouvoir les briser. En entendant cela, je ris et lui dis « C'est en fait simple, d'abord comme ça, et voilà ». Puis pendant son moment de confusion, nos silhouettes disparaissent avec un souffle alors que nous activons un donjon de royaume intérieur. Cela laisse Scarlett extrêmement mécontente. S'ils attendent ici que nous sortions du royaume intérieur, les renforts de la ville de Sous seront probablement arrivés. Donc pour l'instant, ils ne peuvent que se retirer temporairement. De l'autre côté, nous activons un donjon de rang E. La mission nécessite d'aller au pic vautour pour empêcher la résurrection de Hamba. Mais je suis le seul à apparaître ici. Quelque chose aurait-il mal tourné, causant la téléportation de tout le monde vers différents donjons, et ce donjon est extrêmement étrange. Si je ne me trompe pas, je suis devenu un cadavre desséché dans le donjon, forcé de suivre le PNJ berger devant moi. Quelques instants plus tard, je le suis jusqu'au manoir du berger. Puis 2 heures passent rapidement lorsque 2 silhouettes portant un cercueil poussent lentement la porte du manoir. Leur porteur de cercueil, vivant à proximité, venant ici pour affaire avec le berger. Malheureusement, le berger est parti pour affaire, laissant seulement son apprenti ici pour me surveiller. Immédiatement, le porteur de cercueil s'approche avec intérêt. Il pense que bien que je sois mort, avec cette apparence séduisante, me vendre à une famille riche rapporterait un bon prix. Puis ils ignorent les tentatives du jeune apprenti de les arrêter, essayant de m'emporter de force. Voyant cela, j'ouvre légèrement la bouche et émets un son glaçant. Quand ils reprennent leurs esprits, j'arrache le talisman de mon front, cela terrifie le jeune apprenti. Son maître ne l'a effectivement pas trompé. Manquer de respect aux cadavres a de fortes chances de les faire réanimer. De l'autre côté, le porteur de cercueil n'a pas le temps d'être surpris. Il lève la main et libère une compétence pour lier mon corps, mais je donne juste un coup de poing et envoie son corps voler. En touchant de la chair vivante, le porteur de cercueil réalise quelque chose. Ce n'est pas du tout une réanimation, parce que je n'ai pas l'aura de mort caractéristique des cadavres. Alors qu'il finit de parler, le système indique que mon état actuel est l'état de cadavre. Dans cet état, je gagne une défense supplémentaire de 100%, tandis que les méthodes de suppression de conduite de cadavres fonctionnent sur moi. Aussi notablement, en état de cadavre, les points de vie et le mana ne peuvent pas se régénérer. Pas étonnant que plutôt la cloche de capture d'âme du berger m'ait contrôlé, il semble que ce donjon de rang E soit assez intéressant. Ensuite, le porteur de cercueil demande à son apprenti, Ali, de gagner du temps. Une fois son rituel
rituel terminé, il pourra supprimer cette chose ni humaine ni fantôme. Juste 2 secondes plus tard, Ali ne peut pas contrôler son expression tendue. Il ne s'attendait pas à ce que ma force physique soit si puissante, il ne peut qu'inciter son maître à accélérer le rituel, mais la seule réponse est des pas précipités. Le porteur de cercueil part sans se retourner, avant qu'il ne puisse maudire, il voit une force se précipiter rapidement vers le porteur de cercueil. Puis le système affiche une notification: félicitations pour avoir vaincu le PNJ de donjon porteur de cercueil, récompense de 75 points d'expérience. Et vaincre le PNJ Ali par combat au corps à corps, récompense de 10 points d'attribut gratuit. Ensuite, je me déplace lentement vers le cercueil que le porteur a apporté. Le système indique que ce cercueil s'appelle le cercueil suppresseur d'esprit. La légende dit que s'allonger à l'intérieur offre une chance d'obtenir des bonus spéciaux. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en ouvrant le cercueil, je trouve Zoé allongée à l'intérieur et l'instant d'après, elle se réveille. À ce moment-là, j'ai probablement compris quelque chose. 10 candidats au total ont été enlevés par Baez, et après être entrés dans ce donjon, nous sommes probablement tous devenus partie des tâches du donjon. En pensant cela, je réveille le jeune apprenti hébété. Si tu ne veux pas mourir, ne dis à personne à ce sujet. Quelques instants plus tard, le berger apparaît au manoir. Ensuite, l'apprenti pointe Zoé, disant au berger qu'il vient de trouver un cadavre desséché à l'extérieur du manoir. Mais heureusement, il a utilisé toute sa force pour le maîtriser. En entendant cela, le berger ne soupçonne rien et dit à l'apprenti de se dépêcher. Il y a quelque chose d'important à accomplir au pic du Vautour maintenant. À l'instant, sous la conduite du berger, nous arrivons au village d'Abricot, près du pic Vautour. Parce que le frère aîné du berger vit dans ce village maintenant, il prévoit de rassembler tous les disciples de leur école pour sceller le roi cadavre sur le point d'émerger au pic Vautour. Et comme je l'avais deviné, les autres candidats sont essentiellement tous à ce manoir. Cette scène stupéfie complètement le jeune apprenti qui nous observe. C'est la première fois qu'il voit autant de cadavres prendre vie. Puis, sous la conduite du berger, nous nous dirigeons vers la crypte où se trouve le roi des cadavres. Avant de venir ici, j'apprends quelque chose de l'apprenti. C'est déjà la 5e invocation sombre du roi des cadavres par le berger, et des cadavres maudits comme nous sont le catalyseur de ce rituel d'invocation. Cependant, lorsque j'arrive à la crypte, quelque chose d'inattendu se produit. Le frère aîné du berger chante un sort, avec l'essence du descendant comme sacrifice, avec la lignée du descendant pour purifier la couronne. Les autres disciples réagissent immédiatement. Le frère aîné veut clairement les sacrifier. Dès que tout le monde s'en rend compte, il se retourne et quitte l'autel sans regarder en arrière. Mais le frère aîné a déjà posé des pièges ici à l'avance, d'innombrables cadavres corrompus surgissent de tous côtés, bloquant toutes les voies de sortie. En ce moment, je regarde devant moi, plongé dans mes pensées. La tâche du donjon est d'empêcher le réveil de Hanba. Si le plan du frère aîné réussit, les choses deviendront compliquées l'instant suivant, ma silhouette s'élance vers les cadavres corrompus devant. En ce moment, le frère aîné se tient devant l'autel en train d'exécuter le rituel d'invocation sombre. Pourtant, peu importe comment il récite le sort, il n'y a toujours pas de réponse, puis son regard se tourne en arrière découvrant que les 9 cadavres maudits ont pris vie. Voyant cela, il agite son fouet sans hésitation, chantant à voix basse. Instantanément, je sens mes mouvements devenir lents. Je suppose que cela pourrait être un effet négatif de l'état de cadavre. Ici, Senior Brother accélère son incantation. En même temps, tout le monde sent son corps étroitement lié par une force invisible mais puissante. Les mouvements déjà lents se figent instantanément. En ce moment, le frère aîné s'approche en transpirant abondamment. Il garantit qu'il ne nous fera pas de mal parce qu'une fois que le roi des cadavres sera ressuscité, nous deviendrons sa nourriture, bien que nous soyons effectivement difficiles à gérer, ce qui lui demande un effort considérable pour immobiliser tous nos corps. Je regarde sa silhouette en pensant « c'est mauvais ». Je ne peux absolument pas le laisser terminer le rituel d'invocation sombre. Puis je confesse notre identité au berger. Nous sommes ici pour empêcher la résurrection de Hanba. Avez-vous un moyen de lever la restriction sur nous? Pendant que je parle, le berger a l'air choqué, tremblant en demandant si le Hanba que j'ai mentionné est le cadavre terrestre dans le cercueil de pierre. Je suis perplexe. Tu as l'air si effrayé? Hanba est-il très puissant? Puis le berger révèle les origines de Hanba. En plus d'être un cadavre terrestre, Hanba est aussi l'un des 4 progéniteurs de cadavres. Il y a un dicton qui décrit ce progéniteur de cadavres. Quand Hanba émerge, la terre est brûlée sur 1000 lieues. Si Hanba brise vraiment le sceau et ressuscite, oubliez-nous, tous les habitants de la région ne connaîtront pas la paix. En parlant, le berger se mord le doigt. Il commence à lancer le sort pour lever la restriction. Il me dit qu'il a placé un talisman de libération d'esprit en moi avec son sang de pur yang. Pendant un court instant, toutes les méthodes de contrôle des cadavres seront inefficaces. L'instant suivant, ma silhouette s'élance comme une flèche tirée d'un arc. Mon poing droit se balance légèrement et envoie le frère aîné voler. Pourtant, son visage n'affiche qu'une expression maniaque. Merci beaucoup de m'avoir aidé à compléter la dernière étape du rituel d'invocation sombre. Après que le cercueil de pierre soit taché de sang, il commence à trembler lentement. Puis, avec un bruit sourd, une grande main sort du cercueil de pierre. Des vents glacials hurlent, formant des amas de miasmes violet-noir, alors que le sol tremble de plus en plus intensément, une épaisse odeur de pourriture surgit du cercueil. Au même moment, le système affiche une fenêtre de modification de tâches. La tâche de rang E, empêcher la résurrection de Hanba, et changer en tâche de rang D, vaincre Hanba, le progéniteur des cadavres. En ce moment, alors que le miasme violet se dissipe progressivement, la véritable forme du progéniteur des cadavres apparaît peu à peu. Boss épique de niveau 20, Hanba. Le progéniteur des cadavres attaque en premier. Sa forme s'élance comme un éclair noir à une vitesse étonnante. Se précipitant devant moi, je serre fermement le poing et frappe de toutes mes forces la poitrine de Hanba. L'impact puissant projette le corps de Hanba en arrière à plusieurs reprises, puis s'écrase lourdement au sol. Ensuite, les lèvres de Hanba se courbent en un sourire sinistre. L'instant d'après, une brume vert foncé jaillit de sa bouche.
Voyant cela, je me décale rapidement sur le côté pour esquiver, mais ce poison de cadavre est une compétence de drainage continu de points de vie. Heureusement, Stella et les autres arrivent à temps. En ce moment, Hanba s'avance vers nous à grands pas, tout en lançant la compétence de soutien, pression du progéniteur de cadavres. Le système nous informe qu'en raison de l'effet de la compétence, les valeurs d'attributs de tout le monde seront réduites. Cela fait grincer les dents de Kenny de frustration. Les classes de mages ont déjà des points de vie pitoyablement bas, maintenant réduits de moitié en plus de cela. Ce Hanba est bien plus difficile à gérer que le chef Vex. En ce moment, même le candidat épéiste avec les dégâts les plus élevés a l'air inquiet. Après que les attributs soient réduits de moitié, il peut à peine endommager Hanba. Il pense que pour vaincre Hanba, la coopération tactique est essentielle. Cependant, juste la seconde suivante, un bruit assourdissant interrompt les pensées de tout le monde. Ma silhouette s'est déjà précipitée devant Hanba et mon poing frappe fort sa poitrine sans obstruction. Et avec un coup critique, les dégâts atteignent près de 400 points. Voyant cela, Vincent invoque également des serviteurs de l'ombre, et, ne voulant pas être en reste, à ce moment-là, Kenny et les autres terminent également leur incantation. Pendant un instant, les deux sorts les plus puissants frappent Hanba simultanément. Alors que Hanba est distrait par la situation devant lui, je balance mon poing, ayant déjà atteint son dos. Sous l'attaque de l'avant et de l'arrière, le corps de Hanba subit de graves dommages. Après que la poussière soit retombée, son corps tremble légèrement, épuisé et agenouillé au sol. Voyant cela, je saute en l'air, planifiant de porter le coup final. Le berger voit mon mouvement et me prévient à la hâte, mais il est déjà trop tard. Avec un grondement tonitruant, le corps de Hanba s'enfonce profondément dans le sol. Ensuite, le système me notifie que j'ai vaincu le progéniteur de cadavre Hanba en combat rapproché et que j'ai réussi à nettoyer le donjon du pic des vautours. En même temps, le berger se précipite vers moi, me disant que je ne devrais pas agir si imprudemment, parce que la personne qui tue Hanba subira une malédiction sévère. En ce moment, le cadavre de Hanba se dissout lentement en un gaz rouge foncé. La seconde suivante, le système affiche une fenêtre d'avertissement indiquant que j'ai subi la malédiction du progéniteur de cadavre Hanba et que je mourrai directement dans 30 jours. En entendant cela, je demande rapidement au berger s'il y a un moyen de briser la malédiction. Cependant, le berger me dit avec impuissance que, selon les archives d'historique, personne maudit par Hanba n'a jamais survécu plus de 30 jours. Cependant, je reste calme. Bien que cette malédiction semble très puissante, le pic des vautours n'est finalement qu'un donjon de Randé. L'université de la capitale devrait avoir une solution. Juste à ce moment-là, Kenny me rappelle de prendre la boîte à âme obtenue en battant Hanba. En ce moment, Vincent a déjà touché la boîte à âme du boss. Il ricane et affiche un sourire moqueur. Merci beaucoup d'avoir tué le progéniteur de cadavre Hanba, mais maintenant cette boîte à âme m'appartient. La boîte à âme laisse tomber un équipement de rang D, l'anneau du progéniteur de cadavre, qui peut voler 50% de l'attribut d'agilité d'une cible ennemie. Après avoir obtenu l'anneau, Vincent se téléporte hors du donjon du pic des vautours avec un sifflement. Cependant, dès que sa silhouette disparaît complètement, Kenny utilise la compétence de contrôle paume de la Terre des Enfers, piégeant son corps instantanément. Je fonce avec férocité. Voyant cela, Vincent lance calmement l'anneau, essayant de voler mon attribut d'agilité. Pour réussir à voler mon attribut, il doit être sûr de pouvoir s'échapper. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'après le vol, son attribut d'agilité n'augmente que de quelques points. Je balance mon poing et le frappe violemment à la mâchoire. Je pense que j'ai oublié de te dire, chaque fois que je monte de niveau, je mets tous mes points d'attribut en force. Et maintenant, sans la pression du progéniteur des cadavres, te gérer ne pourrait pas être plus facile. Puis, à l'instant où Vincent tombe au sol, une compétence glaciale venant de derrière gèle ses jambes. En ce moment, Serena s'approche lentement. Elle n'a pas oublié la manipulation en coulisses de Vincent pour un gain personnel. Sinon, elle aurait peut-être eu une chance de participer au tour d'élimination du grand examen. Voyant que sa situation est perdue, Vincent retire la bague de sa main sans hésitation, puis quitte le donjon de Vulture Peak avec des émotions de dépit. Je regarde l'anneau du progéniteur de cadavre dans ma main. Bien que cet anneau n'ait aucun effet contre moi-même, contre des adversaires avec de puissants attributs d'agilité, il peut servir de contre-mesure quelques instants plus tard. Nous quittons le donjon du pic vautour et retournons dans le monde réel. En ce moment, les instructeurs ont localisé la base de la branche de l'organisation de Bay dans la ville de SU, selon les renseignements. En plus de cela, ils apportent des nouvelles pour des raisons de sécurité. La compétition des meilleurs étudiants de cette année est temporairement suspendue. Ensuite, ils nous escorteront vers nos universités respectives. Pendant ce temps, dans un château en banlieue, Scarlett s'agenouille très respectueusement. Elle déclare que l'opération de la ville de SU a échoué parce qu'un candidat nommé Joyu a mené la perturbation. Ces mots font apparaître un sourire amusé sur le visage du commandant assis au-dessus. En effet, l'élève dépasse le maître. En un clin d'œil, 2 jours passent. Après avoir terminé l'inscription, je trouve le directeur de l'université de la capitale, Gideon. Directeur, j'aimerais vous poser une question. En parlant, je remonte ma manche, révélant une série de textes anciens sur mon bras. Il y a quelques jours, j'ai tué le boss du donjon du pic des vautours, le progéniteur des cadavres Hanba. Mais avant de mourir, le boss m'a jeté une malédiction. Gideon comprend mon intention. Cette malédiction est une marque très difficile à effacer. La méthode la plus fiable maintenant est de trouver un objet appelé protection du sage, mais en tant qu'objet de rang S, peu de gens le mettront en vente sur le marché. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de me sentir quelque peu regretteux. Je ne m'attendais pas à ce que la protection du sage soit si précieuse. Si je l'avais su, en traitant avec le chef X, j'aurais utilisé d'autres méthodes de nettoyage. Cependant, à part cela, il y a une autre façon de lever la malédiction de Hanba. Mais avec ta force actuelle, c'est pratiquement un rêve impossible. Cela nécessite en fait que je nettoie un donjon de rang D. En entendant cela, je dis à Gideon de ne pas s'inquiéter, j'ai déjà accompli des tâches de difficulté de rang D, Gideon a l'air grave. Une tâche de rang D dans un donjon de rang E et un vrai donjon de rang D sont des choses complètement différentes. Elles ne sont pas du tout comparables, car la plupart de ceux qui peuvent entrer dans des donjons de rang D sont des joueurs de niveau intermédiaire.
En tant que joueur de niveau débutant entrant, vous pourriez être exploité comme un PNJ à tout moment. Je dis au directeur de ne pas s'inquiéter de ces problèmes. S'il y a un problème, vous pouvez tester ma force actuelle à tout moment. Dès que mes mots tombent, une pression insupportable éclate soudainement autour de Gideon. En ce moment, je ressens une douleur intense dans les deux yeux, comme si une épée s'y agitait. Cependant, ma réaction choque Gideon. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple débutant puisse supporter une aura que seuls les joueurs de niveau intermédiaire et supérieur peuvent endurer. Peut-être as-tu vraiment la capacité de nettoyer ce donjon de Randé. Puis Gideon présente les origines du donjon. Son nom est lac purificateur d'âme. Tous les joueurs entrant dans le lac purificateur d'âme peuvent purifier tous les états négatifs. Et pour m'aider à m'adapter à l'environnement du donjon du lac purificateur d'âme, Gideon me donne un équipement de rang A, le pendentif Kyonki, qui peut résister au contrôle mental. Quelques instants plus tard, je pénètre dans le portail du donjon du lac purificateur d'âme. Les règles sont très étranges, avec 4 points au total. Premièrement, si quelqu'un vous appelle par derrière, souvenez-vous de ne jamais vous retourner. Deuxièmement, si votre coéquipier disparaît de la vue de tout le monde pendant plus d'une minute, observez attentivement les actions de ce joueur. Troisièmement, familiarisez-vous rapidement avec les comportements et les habitudes de parole de tous les coéquipiers et mémorisez-les. Quatrièmement, si un chant étrange ou un discours étranger apparaît soudainement dans vos oreilles, maudissez immédiatement avec le langage le plus vicieux jusqu'à ce que le son disparaisse. Rappel amical, si des étrangers posent des questions dans la forêt tropicale, souvenez-vous de ne pas répondre. Après s'être familiarisé avec les règles du donjon, les coéquipiers commencent à apparaître les uns après les autres. Leur force est essentiellement celle d'un joueur de niveau moyen et plus. Alors, quand ils apprennent que je ne suis qu'un joueur de bas niveau 13, parmi eux, le gaz à lunettes ne peut s'empêcher de murmurer: pensez que ce système de correspondance est dégoûtant. Bien qu'il soit pleinement confiant de pouvoir passer ce donjon, un joueur de bas niveau comme moi le ralentira certainement. Cependant, une fille nommée Mia pense autrement. Si je peux invoquer suffisamment de morts vivants, je pourrais afficher la force d'un joueur de niveau moyen. La tâche de ce donjon nécessite d'aller au lac de purification des âmes, qui se trouve au centre de la forêt tropicale de purification des âmes. Cependant, juste au moment où nous entrons dans la forêt tropicale, soudain une figure avec mon apparence exacte apparaît à côté de moi. Quel que soit le mouvement que je fais, l'autre fait le mouvement correspondant simultanément, puis les coéquipiers remarquent aussi que quelque chose cloche. Mais ne se connaissant que depuis 2 minutes, ils ne peuvent pas distinguer lequel est le vrai moi. Le gaz avec des lunettes propose une solution. Tuez-les tous les deux, le laisser dans l'équipe ne fera que vous ralentir de toute façon. Mia l'interrompt, puisque sa classe est nécromancien, celui qui peut utiliser des sorts de nécromancie est le vrai voyant cela. Un de moi utilise la magie de nécromancie sans hésitation. Cela me serre le cœur. Je ne m'attendais pas à ce que cet imposteur retienne un tour, et en tant que nécromancien qui ne combat qu'au corps à corps, ils ne me croiront probablement pas. De manière aléatoire, avant que les coéquipiers ne puissent réagir, je brandis la lame croissante du dragon azur et me précipite rapidement en avant d'un coup. Je coupe l'imposteur devant moi en deux. Sa véritable forme se révèle lentement, semblant être une sorte de plante de type vigne. Le système indique qu'il s'agit d'une marionnette d'esprit maléfique de donjon, et quand je la tranche, je sens quelque chose s'infiltrer dans la lame croissante du dragon azur. Puis les coéquipiers s'approchent de moi, très curieux de savoir pourquoi un nécromancien comme moi se fie au combat physique, et affronter une marionnette d'esprit maléfique de niveau 20 semble si facile. À ce moment précis, une flamme verte fantomatique apparaît là où la marionnette de l'esprit maléfique est morte. En un instant, elle entre dans les yeux de Mia. L'instant d'après, une profonde entaille sanglante apparaît sur ma poitrine. Heureusement, mes points de vie sont suffisamment élevés maintenant. Sinon, j'en aurais fini ici, mais Mia devient encore plus forte après avoir été possédée par l'esprit maléfique. Même avec tous les coéquipiers travaillant ensemble, ils ne peuvent pas la blesser du tout. Je saisis l'occasion de me glisser derrière elle et de l'assommer temporairement. Cette scène terrifie le gaz à lunettes. Quel genre de nécromancien suis-je capable d'assommer un cultivateur d'épée de niveau moyen d'un seul coup de poing? Après que Mia soit tombée inconsciente, quelque chose d'étrange sort de son corps. Voyant cela, je ramasse la lame croissante du dragon azur et la cloue impitoyablement au sol. On dirait que je dois faire attention avec cette chose. Si elle me possède accidentellement, tous ses coéquipiers mourront probablement. Après que Mia se réveille, nous continuons plus profondément dans la forêt tropicale. Un moment plus tard, le gaz à lunettes et un autre coéquipier prennent du retard et se séparent du groupe. Alors qu'ils essaient d'accélérer le pas pour rattraper l'équipe, une silhouette étrange apparaît vaguement derrière eux. Le système indique qu'il s'agit d'un monstre rare dans le donjon appelé Esprit de Belette. Dès qu'il apparaît, il pose une question: est-ce que je ressemble plus à un humain ou à un dieu? En entendant cela, sans réfléchir, le gaz à lunettes lui fait un doigt d'honneur. Il pense que cet esprit de belette est un idiot. Comment quelque chose d'aussi laid pourrait-il ressembler à un humain? Au moment où il finit de parler, la silhouette de l'esprit de belette se précipite en avant, balayant violemment avec sa griffe. Cela laisse les autres coéquipiers sans voix. Avant que nous entrions, le donjon nous a avertis de ne pas répondre aux questions des étrangers. Maintenant, on dirait que le gaz à lunettes est celui qui le ralentit. Pendant ce temps, de l'autre côté, j'entends vaguement des bruits de combat venant de derrière quand nous arrivons. Le gaz à lunettes et les autres sont déjà allongés par terre, inconscients. À ce moment-là, l'esprit belette devant se retourne et pose une autre question. Suis-je un humain ou un dieu? Je ne réponds pas à sa question, mais je demande à mon tour. Penses-tu que je suis ton père ou ton grand-père? Dès que je finis de parler, la silhouette de l'esprit belette se jette férocement sur moi. En un clin d'œil, une éraflure sanglante à peine visible apparaît sur mon visage. À ce moment, l'aura féroce de l'esprit belette s'est déjà apaisée. Ce coup ne m'a infligé qu'un peu plus de 300 points de dégâts. Même les joueurs de milieu de gamme de haut niveau n'oseraient pas prétendre pouvoir encaisser son attaque de front.
Puis je balance rapidement ma main droite portant les poings américains, assénant un coup précis sur l'abdomen de l'esprit belette. Avec un bang, je le tue instantanément. Cela laisse les coéquipiers qui regardent de côté stupéfaits. Ils se demandent tous si mes informations sont erronées. Suis-je vraiment juste un joueur de niveau débutant? Et ils n'ont jamais vu un nécromancien qui se bat avec ses poings. Le gaz aux lunettes, maintenant conscient, pose immédiatement une question. Ce nécromancien a l'air vraiment trop étrange. Peut-être que l'imposteur qui a été tué plus tôt était le vrai Jouyou, puisqu'il connaissait réellement des sorts de nécromancie. À moins que je puisse prouver mon identité, je leur dis froidement. Avez-vous déjà vu un imposteur avec des objets comme ceci? Ne sachant pas ce qu'il voit, le gaz avec les lunettes change immédiatement de ton. Il dit que ce n'est qu'un malentendu, qu'il a réagi de manière excessive et il s'excuse auprès de moi. Ensuite, nous nous enfonçons plus profondément dans la forêt tropicale. Lorsque nous atteignons le lac purificateur d'âme, une scène terrifiante apparaît devant tout le monde. Mia suppose alors que ces âmes errantes devant nous pourraient être des joueurs qui ont essayé de terminer le donjon du lac purificateur d'âme dans le passé, mais qui ont finalement échoué. Il semble que ce donjon de rang D ait un taux de mortalité assez élevé. Un instant plus tard, nous découvrons également un monument d'autel à proximité. Il est inscrit avec un texte ancien. Le sens général est qu'il s'agit d'un ancien site sacrificiel, et que ce n'est qu'en sacrifiant un être vivant que nous pouvons accomplir notre quête de donjon, et ceux qui errent près du lac devant sont des esclaves du lac. Les êtres sacrifiés deviennent des esclaves du lac et gardent le lac purificateur d'âme pour l'éternité. Dans un endroit où personne ne remarque, le gaz à lunettes et son compagnon, Max, affichent discrètement des sourires sinistres, puis ils lancent simultanément des attaques, me frappant dans le dos, poussant précisément mon corps sur l'autel. Mon regard s'assombrit. Je regrette vraiment d'avoir sauvé ces deux ingrats là-bas. Cependant, ils ne savent pas comment activer l'autel. Alors qu'ils contemplent leur prochain mouvement, ma silhouette se lève lentement de l'autel. L'instant d'après, ils lancent simultanément des attaques contre moi. Je lève précipitamment ma lame pour bloquer. Avec un fracas, le son du métal qui s'entrechoque résonne tout autour. À ce moment-là, Max ne cache plus ses intentions. Si tu nous remets tous les objets que tu as sur toi, peut-être qu'on te laissera mourir rapidement. En entendant cela, je reste indifférent. Pas étonnant que vos attitudes aient changé si vite tout à l'heure. Vous convoitiez donc mon équipement. À cet instant, le gars à lunettes en profite pour attaquer par derrière. Cependant, son attaque est rapidement bloquée par Mia. Le gaz aux lunettes se sent agacé. Il dit à Mia de dégager et de ne pas ruiner son plan. En plus, il aide l'équipe à terminer la quête du donjon en ce moment. Tant qu'il me sacrifie, ils peuvent terminer le donjon du lac purificateur d'âme. Mia ne se laisse pas berner par ses paroles. En mettant de côté le fait qu'il m'a sauvé quand nous sommes entrés pour la première fois, le monument dit de sacrifier un être vivant. Cela n'indique pas spécifiquement qu'il doit s'agir d'un coéquipier. En un instant, tout le champ de bataille se transforme en un tourbillon de lames et d'ombre. Juste à ce moment-là, une silhouette active l'interrupteur de l'hôtel. L'instant d'après, les corps de tout le monde commencent à trembler violemment, l'attaque mentale qui suit est encore plus insupportable. Heureusement, avant de partir, le directeur Gideon m'a donné ce pendentif Kyongchi, qui m'aide à résister aux attaques mentales. Cette silhouette est Ivy, la mage de bois qui est restée silencieuse tout au long de notre voyage. À ce moment-là, elle révèle un sourire innocent. Puisque vous voulez tous tellement vous battre, restez ici et battez-vous pour toujours. Je trouve toujours cela étrange. Comment Ivy savait-elle activer l'hôtel? En y réfléchissant bien maintenant, cette personne est en effet suspecte. Non seulement elle n'a rencontré aucun danger en chemin, mais elle nous a même conduit à l'emplacement de l'hôtel soudain. Une idée me vient à l'esprit, peut-être que ce n'est pas sa première fois dans le donjon du lac purificateur d'âme. En pensant à cela, je saisis la lame croissant du dragon azur et avec quelques bruits de sifflement, je coupe les lianes environnantes. Voyant cela, Ivy ricane et utilise à nouveau sa compétence renforcement des vignes. L'instant d'après, les vignes devant moi s'épaississent, visiblement, et même après les avoir coupées, elles peuvent rapidement guérir les sections sectionnées. Puis, dans un moment d'inattention, quelque chose s'enfonce silencieusement dans mon cou. À ce moment, en regardant Ivy s'approcher lentement, je sors rapidement l'anneau du progéniteur de cadavre et vole 50% de son agilité. Ensuite, j'équipe le pendentif Qingqi, obtenant un bonus de 30% de puissance de compétence. Ivy reste calme et posée. Contrairement à ce type à lunettes inutiles, sa force est déjà proche de celle d'un joueur de milieu de gamme de haut niveau. Pourtant, mon corps parvient à traverser son bouclier de vigne défensif sans aucune obstruction. Et alors que mon poing s'abat lourdement, je lui enlève directement 1314 points de vie. À ce stade, Ivy n'a plus aucune capacité de combat. Elle laisse derrière elle une remarque acerbe avant de se téléporter hors du donjon. Cette scène me semble étrangement familière. Je me souviens que Vincent Gray était comme ça aussi. Puis je ramasse la lame croissante du dragon azur et marche lentement vers l'hôtel. À ce stade, le gaz à lunettes et les autres ont probablement été sacrifiés. Mais cet hôtel n'a aucune raison d'exister. Alors que je parle, je lève la lame croissante du dragon azur et la frappe lourdement au centre de l'hôtel. Avec un ding, le système me notifie que j'ai réussi à absorber l'énergie vitale de l'hôtel de purification de l'âme et gagner 20 points d'attributs libres. À ce moment-là, Mia et les autres se remettent enfin. Elles me remercient. Sans moi, ils auraient probablement été sacrifiés aussi. En guise de remerciement, ils décident d'abandonner cette quête de donjon. Puis je marche vers le lac purificateur d'âme et y saute avec un plouf.
Tant que je reste à l'intérieur pendant 2 minutes, je peux effacer la malédiction sur mon corps. À ce moment-là, je me souviens que pendant la bataille, Ivy a secrètement planté une graine de bois en moi, mais le lac purificateur d'âme ne peut pas l'enlever, donc la graine de bois n'est probablement pas nuisible au corps. Après avoir quitté Mia et les autres, je réapparais dans le bureau du directeur. Le directeur Gideon a l'air choqué. Il ne s'attendait pas à ce que je réussisse réellement à nettoyer le donjon du lac purificateur d'âme. Je lui dis que je n'ai pas vraiment terminé le donjon. La difficulté du donjon du lac purificateur d'âme était encore trop élevée. Je suis juste allé au lac, puis je me suis téléporté. Mais grâce à son pendentif, j'ai pu revenir vivant du lac purificateur d'âme. Le soir, je suis allongé dans mon lit en pensant à comment gérer la graine de bois. Je suis revenu si précipitamment que j'ai oublié de demander au directeur Gideon s'il sait quelque chose sur l'origine de la graine de bois. Je ne sais pas encore qu'une grande affaire m'attend en ce moment. Le lendemain, lors de l'inscription, le conseiller a le visage plein de colère, parce que j'ai en fait abandonné la spécialisation de mage et choisi à la place une spécialisation de cultivateur corporel. Je n'ose pas dire la vérité, sinon si l'instructeur nécromancien découvre que je ne peux même pas invoquer des squelettes, il me réduira probablement en miettes sur le champ. Après m'avoir sermonné, le conseiller nous remet à chacun une carte d'étudiant. L'université capitale fonctionne avec un système de crédit spécial. La carte contient un total de 10 crédits de base. Les crédits ne peuvent être obtenus qu'en acceptant des tâches émises par l'école ou en complétant des évaluations d'instructeurs. Donc à l'université capitale, peu importe l'argent, ce sont les crédits qui comptent vraiment. Un instant plus tard, j'arrive à la classe de cultivateur corporel pour m'inscrire. Le nom de l'instructeur est Instructeur Warren, un cultivateur de corps de haut de niveau 35. Il dit qu'il va libérer sa pression ensuite. Seuls ceux qui peuvent supporter cette pression et rester debout après 5 minutes sont qualifiés pour rester dans cette classe. Après avoir parlé, il agite la main et libère une pression terrifiante. En un instant, les étudiants environnants ressentent une pression invisible se précipiter vers eux, comme une vague déferlante. Même respirer devient difficile. Puis l'instructeur Warren nous donne un peu de temps pour nous préparer. À ce moment-là, un joueur nommé Liam s'avance de la foule. Il dit qu'affronter directement l'instructeur Warren ne fonctionnera certainement pas, donc nous devons travailler ensemble pour réussir le test. Le plan est de se diviser en paires et de se relayer pour engager l'instructeur Warren. La suggestion est de jumeler un fort avec un faible, ce qui assure une force équilibrée et que tout le monde puisse réussir le test. Liam me voit debout seul et m'invite à faire équipe avec lui. Cependant, il est curieux. Mon corps a l'air si mince. Quelle classe de cultivateur corporel pourrais-je être? En entendant cela, je lui dis: je ne suis pas un cultivateur corporel, je suis un nécromancien. En entendant cela, tout le monde autour ne peut s'empêcher de plaisanter. Qui aurait pensé qu'un nécromancien se faufile dans la classe des cultivateurs corporels? Je dis à Liam de ne pas s'inquiéter, je ne devrais pas le ralentir. Peu de temps après, l'instructeur Warren relâche à nouveau sa pression. Son premier regard se pose en fait sur moi. Voyant cela, Liam se précipite rapidement en avant, se plaçant devant moi. Pourtant, même lui ne peut pas le supporter. Plusieurs étudiants ont immédiatement l'air stupéfaits. Ce sont des candidats du même groupe que Liam, mais quelqu'un d'aussi fort que Liam a été repoussé aussi facilement. Ensuite, l'instructeur Warren lance un deuxième coup de poing. Je balance mon poing et charge en avant sans peur. Bien que je parvienne à peine à l'attraper, la force libérée me fait tout de même perdre plus de 100 points de mes PV. À ce moment, l'instructeur Warren a l'air étonné. Il peut à peine croire la scène devant lui. Un nécromancien peut réellement résister à la force de son coup. En pensant à cela, tout son corps se tend et il renforce l'intensité de la pression. Et cette fois, je l'attrape encore, bien que les points de vie drainés soient déjà proches de 1000 points. Cette scène laisse tout le monde incapable de rester calme. Quel est le passé de ce type? N'est-il pas censé être un nécromancien? Comment fait-il cela? À ce moment, je suis sans voix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe si fort cette fois. L'instructeur Warren se sert-il de moi pour asseoir son autorité? L'instant d'après, je souris largement. Instructeur Warren, n'avez-vous pas assez mangé? Cette remarque fait rire l'instructeur Warren au lieu de le mettre en colère. Dans cette situation, je peux encore me lever et plaisanter avec lui. Si tu peux encaisser ce prochain coup, je te garantis que peu importe ce que tu fais à l'université de la capitale à l'avenir, je te soutiendrai. Alors que son corps s'approche, une pression énorme déferle comme un tonnerre grondant. En un instant, nos corps se percutent avec un fracas. L'impact puissant comprime instantanément l'air environnant, formant un anneau de choc visible, tandis que le sol sous nos pieds commence à se fissurer. À ce moment, mon bras droit qui balance enfle visiblement. Mais en raison de la différence de force, je ne peux toujours pas tenir et mon corps continue de reculer en arrière. Voyant cela, l'instructeur Warren s'approche et demande à quelques étudiants de m'emmener à l'infirmerie. Il le regrette un peu, il n'aurait pas dû me pousser si fort, pourtant la seconde suivante, mon corps se lève en tremblant. Il me reste encore 240 points de vie. Alors, instructeur Warren, j'ai attrapé votre coup de poing. Quand je reprends conscience, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La première personne que je vois est l'instructeur Warren. Il me dit qu'il tiendra sa promesse précédente. Désormais, à l'université de la capitale, il me soutiendra. Juste à ce moment-là, une voix l'interrompt. Le nouvel arrivant est le professeur Shane de la spécialisation nécromancien. Il est là pour demander pourquoi j'ai abandonné la spécialisation nécromancien. Alors qu'il parle, il me démontre le pouvoir d'un nécromancien. Soudain, l'air environnant se remplit progressivement d'une aura de décomposition et de mort. Des fissures noires se répandent rapidement comme une toile d'araignée. Puis des fissures sort lentement un groupe de guerriers squelettes menaçants, leurs os brillant d'un éclat sinistre sous la lumière verte fantomatique. Le professeur Shane dit que si je change d'avis et rejoins la spécialité de nécromancien, il m'enseignera tous les sorts de nécromancie sans réserve. Ces mots sont en effet tentants, mais ma statistique d'esprit est nulle. En ce moment, je ne peux même pas invoquer le soldat squelette le plus basique. Alors je refuse poliment le professeur Shane
Shane. Je suis désolé, professeur Shane. Je choisis de rester dans la classe des cultivateurs de corps. À ce stade, le professeur Shane ne dit plus rien. Il sort une carte et me la donne, disant que si je change d'avis à l'avenir, je peux le contacter à tout moment. Après avoir parlé, il monte sur un cercle de téléportation et quitte l'infirmerie. L'instructeur Warren me dit de me reposer et de bien récupérer car un camp d'entraînement intéressant m'attend ensuite. En un clin d'œil, c'est le lendemain. L'instructeur Warren nous emmène dans un donjon de rang C. La tâche d'aujourd'hui est de s'asseoir en tailleur dans la forêt sombre jusqu'au coucher du soleil. Cela semble assez simple, mais en réalité, cet endroit est rempli de lames de vent sans une certaine capacité. Il est impossible de rester assis dans cet endroit infernal toute une journée. L'instructeur Warren nous dit que c'est le chemin nécessaire pour les cultivateurs de corps qualifiés, et en plus de cela, il y a des surprises inattendues, cachées à l'intérieur. Liam est encore le premier à avancer. Au moment où il entre dans le cercle des lames de vent, d'innombrables lames de vent tranchantes comme des bords de couteau attaquent continuellement son corps. À ce moment-là, tout le monde n'a pas d'autre choix que de se préparer et d'avancer. Puis l'instructeur Warren rappelle depuis l'arrière, tant que votre défense est supérieure à 100 points, gérer ces lames de vent ne devrait pas être un problème. Je regarde les 6 points de défense affichés dans la fenêtre contextuelle du système et je reste sans voix. Ce vieux type a vraiment une dent contre moi. Cependant, mes points de vie sont déjà proches de 5000 points, si convertis en défense, cela fait aussi plusieurs centaines de points. Pourtant, lorsque je pénètre dans le cercle des lames de vent, mon visage affiche une agréable surprise. Il s'avère que la surprise mentionnée par l'instructeur Warren est que s'entraîner ici peut réellement augmenter la défense. Le temps passe rapidement à 2 heures plus tard. Bien que mes points de vie soient élevés, le taux de perte de points de vie est encore trop rapide. Si cela continue, je ne pourrai probablement pas tenir une journée entière ici. Soudain, à ce moment-là, la graine de bois dormante dans mon corps commence à s'activer. Puis je sens ma barre de points de vie augmenter régulièrement. Elle absorbe en fait l'énergie de cette forêt. Cela doit être son instinct de survie qui se déclenche après avoir senti la détérioration de l'état de mon corps. De cette façon, cela peut complètement compenser la perte de points de vie. Au fil du temps, de moins en moins d'étudiants restent dans le cercle de vent. Ce que personne n'attend, c'est que moi, un nécromancien, je tiens toujours bon. 2 heures passent encore. À ce moment-là, même Liam ne peut plus tenir et quitte le cercle de vent. Maintenant, je suis le seul à rester dans le cercle de vent. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que je sors enfin du cercle de vent. À ce moment-là, ma défense a augmenté à 23 points en une seule journée. Elle a augmenté de 17 points de défense. En un clin d'œil, c'est le jour de congé. Cependant, je prévois de m'entraîner à nouveau dans le cercle de vent, car ces derniers jours, ma défense a grimpé en flèche. Soudain, à ce moment-là, les voix de Kenny et des autres viennent de derrière. Ils sont là pour me demander si j'ai des projets de former une guilde, car une fois que vous avez une guilde, vous pouvez faire beaucoup de choses, comme des donjons exclusifs de guildes et des guerres de guildes, etc. Ils ont déjà pensé à un nom, Guilde des tueurs de dieux. En entendant cela, je dis, je n'ai pas d'objection. Allez d'abord soumettre la demande de formation, après avoir terminé l'entraînement, je viendrai vous rejoindre. Mais après m'être entraîné un moment, ma défense n'augmente pas beaucoup. Je suppose que ma défense a probablement atteint une limite pour un joueur de niveau débutant. Après tout, un joueur de niveau débutant avec 500 points de défense est assez terrifiant. Juste à ce moment-là, une lumière mystérieuse apparaît soudainement devant moi, puis la silhouette de l'impératrice Machina se matérialise lentement. Je suis quelque peu surpris. Comment es-tu apparu ici soudainement? L'impératrice Machina explique que c'est parce que la graine de bois sur moi a continuellement absorbé de l'énergie ces derniers jours, et par coïncidence, cela l'a aidé à construire un nouveau corps. Après avoir parlé, elle se transforme à nouveau en lumière, puis avec un sifflement, elle fusionne dans mon cœur. Parce que je lui avais promis quelque chose auparavant, de l'aider à découvrir le monde extérieur, c'est juste étrange d'avoir soudainement une autre personne à l'intérieur de mon corps. Ensuite, je me dirige vers le lieu de formation de la guilde, me préparant à retrouver Kenny et les autres pendant ce temps. De l'autre côté, Kenny et les autres sont entourés par un groupe de gars de la guilde du feu cramoisi, parce que la guilde adverse a besoin de points d'honneur pour monter de niveau. Ils ont lancé un raid de guilde, et l'autre raison qu'ils ont donnée est que le nom de notre guilde est trop arrogant. Quel non-sens, guilde des tueurs de dieux. Jamais entendu parler quand j'arrive, Marcus est déjà à terre. Mon regard devient froid alors que j'équipe mes poings, touchant mes jambes. As-tu demandé ma permission? Dès que je parle, le vice-président adverse, Rocky, affiche immédiatement un sourire amusé. L'instant d'après, il balance son poing et se précipite vers moi, alors que son poing s'abat. Mon corps ne tremble pas le moins du monde. En ce moment, je suis sans voix. Je pensais que la guilde du feu cramoisi était quelque chose de spécial. Il s'avère que vous n'êtes que des petits poissons Rocky, n'entend pas mes mots. Son esprit est déjà vide. J'ai clairement utilisé 80% de ma force, et pourtant je n'ai même pas pu percer sa défense. Se pourrait-il qu'il soit un cultivateur de points spécialisé dans la défense? En pensant à cela, il déclenche une autre compétence, le point des 7 meurtres. Cette scène détend complètement les membres de la guilde du feu cramoisi. Ils ont tous été témoins de la puissance du point des 7 meurtres. Il n'y a jamais eu de précédent d'un cultivateur corporel de même niveau, le capturant auparavant. Cependant, de son côté, les lèvres de Rocky tremblent légèrement. Son point des 7 meurtres n'a aucun effet. Je ris et dis: ton spectacle est terminé, maintenant c'est mon tour. À ce moment-là, quelqu'un derrière rappelle à Rocky que puisque ma défense est si élevée, je ne serai certainement pas bon en attaque. Donc dans un affrontement à pleine puissance, l'avantage est absolument avec Rocky. En entendant cela, Rocky retrouve sa confiance et prend une posture de combat, c'est exact. Il ne croit pas que ma puissance d'attaque puisse être aussi terrifiante que ma défense. Dès qu'il finit de parler, ma silhouette passe en un éclair. Puis, je balance mon poing droit entrant en collision avec le poing de Rocky. En un instant, le corps de Rocky perd le contrôle et s'écrase lourdement au sol. En même temps, son poing droit montre une déformation sévère. À ce moment, une silhouette sort lentement de la foule. Dès qu'il apparaît, je sens le changement dans l'aura environnante. La force de cette personne est au moins de niveau intermédiaire ou plus.
Son ton est plutôt poli, il se présente comme Luther, président de la guilde du feu écarlate. Pour chaque camp, une guerre totale entre guildes entraînerait des pertes importantes. Donc, le résultat devrait simplement être décidé entre lui et moi. Le côté perdant concède collectivement et paie les points d'honneur correspondants. Ces mots font monter la colère de Kenny. Les règles semblent assez justes, mais la force de Luther est déjà au niveau d'un joueur de milieu de gamme. J'accepte presque sans hésitation. Immédiatement après, Luther se précipite en avant avec un sifflement. Son poing s'abat lourdement sur mon bras gauche qui bloque. Cette force est certaine, c'est un joueur de milieu de gamme et cette force est assez redoutable. Pourrait-il aussi être un cultivateur corporel? Cependant, l'instant d'après, un poignard apparaît soudainement dans l'autre main de Luther. Instantanément, mes points de vie diminuent de plusieurs centaines. J'ai été trop négligent. Sa classe est en fait assassin et sa dague a un poison aveuglant. Pendant un moment, ma vision devient floue, puis Luther utilise le point de vent et me frappe à nouveau. À cause du poison, mes mouvements deviennent lents et je prends ce coup de plein fouet. Luther en profite et sort son poignard, prêt à porter le coup final. Cependant, juste au moment où le poignard est sur le point de me poignarder, une lueur rouge commence à apparaître autour de mon corps, une attaque venue de nulle part projette directement Luther au loin. Et à cet instant, sa barre de points de vie tombe instantanément à la moitié, impératrice. Machina me dit de faire attention. En ce moment, mon corps est aussi son corps. Luther semble effrayé par ce pouvoir. Il laisse une remarque et se retourne pour partir. Mes yeux deviennent froids alors que j'active l'anneau du progéniteur de cadavres. C'est vous qui avez commencé ce combat. Vous ne pouvez pas être ceux qui le terminent aussi, n'est-ce pas? La seconde suivante, je m'élance comme une flèche tirée d'un arc. Mon poing frappe le menton de Luther à une vitesse fulgurante. Avec un bruit sourd, le corps de Luther est secoué en arrière à plusieurs reprises. À ce moment, son cœur se serre. Les choses en sont arrivées là, donc il n'a pas d'autre choix que de se donner à fond. De plus, cette attaque étrange d'avant semble avoir disparu. Alors, il suppose que j'ai besoin de dépenser la plupart de mon endurance pour l'utiliser une fois. En pensant à cela, il crache rapidement des dards empoisonnés de sa bouche. Voyant cela, je croise rapidement les deux points pour bloquer, mais ces dards empoisonnés ont une pénétration extrêmement puissante. Même après les avoir bloqués, je me sens toujours paralysé. À ce moment, Luther continue de renforcer son offensive. En un instant, d'innombrables dards empoisonnés apparaissent dans les airs comme des pétales dispersés. Luther joint ses paumes et utilise la compétence sagesse de la restriction. L'instant d'après, mon corps est comme sous un sort d'immobilisation, incapable de bouger à ce moment. Luther baisse complètement sa garde. C'est un coup fatal spécifiquement conçu pour contrer les cultivateurs du corps. Tout joueur de classe guerrier touché par la restriction de sagesse perdra sa capacité à bouger. Pendant qu'il parle, il me gifle à plusieurs reprises avec sa main droite. Tu te crois fort? Et c'est encore. Les membres de la guilde du feu cramoisi éclatent également de rire moqueur. Cet imbécile naïf pensait vraiment qu'un joueur de niveau débutant pouvait vaincre un joueur de niveau intermédiaire. Un instant plus tard, un mot sort lentement de ma bouche. Cela donne immédiatement à Luther un sentiment d'horreur. Être touché par sa sagesse de la retenue signifie ne même pas pouvoir parler, il espère avoir mal entendu. Cependant, l'instant d'après, tout mon corps se tend et éclate avec une pression puissante. Puis ma voix froide perce ses oreilles comme une épine glacée. Ne sais-tu pas que ma classe est nécromancien? En parlant, je rassemble toutes mes forces et lève rapidement mon bras, assénant un magnifique uppercut à la poitrine de Luther. À cet instant, Luther ressent non seulement une douleur physique, mais est également choqué au plus profond de lui-même. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Comment un nécromancien peut-il avoir une force physique aussi formidable? Puis, avec un ding, le système annonce que la guilde Godslayer a remporté la guerre des guildes, les points d'honneur de la guilde Crimson Fire vont à la guilde Godslayer. Après cette bataille, personne n'a subi de pertes majeures, sauf Zoé. Son bouclier a été brisé dans la bataille, ce qui est presque dévastateur pour un joueur de classe défense. Alors, je demande à l'impératrice Machina à l'intérieur de mon corps si elle sait quel donjon dans le royaume intérieur laisse facilement tomber des équipements de bouclier. L'impératrice réfléchit un moment et me dit qu'il y a effectivement un tel donjon, mais avec ma force actuelle, je ne pourrais probablement même pas battre les chiens là-bas. Après avoir rassemblé des informations sur le donjon, je rassure Zoé de ne pas s'inquiéter, je m'occupe de l'affaire du bouclier. Un instant plus tard, suivant les indications, j'arrive au portail du donjon de rang des Pseudo Underworld. Ce donjon nécessite au moins 2 personnes dans une équipe pour entrer. Dès que nous touchons l'orbe de téléportation, Zoé et moi entrons dans le donjon Pseudo Underworld. Ouverture, l'enfer est un monde créé par Hadès, roi des morts, et le pseudo-enfer est une réplique exacte créée pour imiter le véritable enfer. De plus, étant un monde pseudo-artificiel, cette fois il n'y a pas de forme spéciale comme au pic des vautours. Au lieu de cela, nous entrons dans le pseudo-enfer dans notre état vivant. Mais bientôt, je remarque quelque chose d'étrange. À ce moment-là, une croix apparaît sur le cou de Zoé. Je me souviens que Zoé n'a jamais eu l'habitude de porter des accessoires. Un instant plus tard, la même croix apparaît sur mon cou aussi. Je suppose que cela doit être une sorte d'objet de quête. Avec un ding, le système affiche une fenêtre de quête. Pour nettoyer le donjon du pseudo-monde souterrain, il faut accomplir des missions de phase mission 1, passées avec succès par les légendaires portes de l'enfer. Mission 2, traverser ensuite la rivière Écheron. Pendant ce temps, protégez la croix pour qu'elle ne soit pas perdue. Ce n'est qu'en complétant toutes les missions de phase que vous pouvez obtenir la récompense de fin de donjon rappel amical. Faites confiance à vos coéquipiers à 100%. À ce moment-là, un fantôme apparaît devant. Cela devrait être le guide dans le donjon, suivez-le simplement. Bientôt, nous arrivons aux portes de l'enfer. De nombreuses figures apparaissent maintenant à l'extérieur de la porte. La légende dit que seuls ceux qui passent par les portes de l'enfer peuvent atteindre le véritable monde souterrain. Mais à ce moment, un monstre féroce apparaît à l'intérieur des portes de l'enfer, dévorant continuellement les âmes entrant dans les portes de l'enfer. Le système m'informe qu'il s'agit du monstre de niveau épique, Cerbère. Rappel amical, quiconque tente de forcer le passage par les portes de l'enfer sera avalé dans le ventre de Cerbère. Je force un sourire crispé.
Si j'avais su qu'il y avait vraiment des chiens dans ce donjon, je ne serais pas venu. En entendant cela, l'impératrice Machina a l'air dédaigneuse. Cerbère est un chien originaire des enfers, donc ce que j'ai dit avant n'était pas faux. Mais la quête du système nous demande seulement de passer par les portes de l'enfer. Tant que nous n'essayons pas de forcer le passage, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, n'est-ce pas? Cependant, à mesure que mes mots tombent, Cerbère pousse un ah-ou et me mord le corps d'un seul coup, puis avec un glou-glou, m'avale dans son ventre. En même temps, une autre de ses têtes crache du venin sur Zoé. Les joueurs dans le cercle de poison subiront une perte continue de points de vie. Avant longtemps, le système affiche une notification. Parce que Zoé a été baignée dans le venin de Cerbère pendant plus de 10 secondes, la croix déclenche l'effet immunité adaptative au poison. Lorsqu'elle est soumise à la même attaque toxique pendant plus de 10 secondes, cette toxine ne peut plus causer de dégâts. À ce moment-là, la tête du milieu de Cerbère pousse un hurlement de douleur. Puis, elle ouvre grand la bouche et crache quelque chose. Heureusement, j'ai sorti la lame croissante du dragon azur à temps et l'ai coincée dans sa gorge. Sinon, une fois arrivé à son estomac, je serais probablement déjà un tas de crottes de chien. Mais la lame croissante du dragon azur est toujours coincée dans la gorge de Cerbère. J'appelle rapidement Zoé derrière moi, fonce à travers les portes de l'enfer maintenant. Un instant plus tard, nous passons avec succès à travers les portes de l'enfer, le système affiche. Première phase de la mission réussie, initiation de la mission 2, traverser le fleuve Achéron et protéger la croix de la perte. Lorsque nous arrivons au rivage, un petit bateau en bois apparaît devant le passeur se présente. Il est Charon, le passeur de la rivière Achéron. Si nous voulons traverser la rivière Achéron, nous devons payer le tarif du ferry. En entendant cela, sans un mot, je sors de l'argent spirituel et le lui donne. Le passeur change également d'attitude et nous dit de monter rapidement dans le bateau. Soudain, à ce moment-là, d'innombrables âmes, après avoir franchi les portes de l'enfer, se précipitent toutes ici. Le passeur les repousse impitoyablement une par une. La raison est qu'elles n'ont pas payé le tarif du ferry pour traverser la rivière. En chemin, je demande au passeur pourquoi ces âmes ne choisissent pas de traverser la rivière elle-même. Le passeur explique que la rivière Achéron n'est pas une rivière ordinaire. Si je n'y crois pas, je peux essayer de mettre ma main hors du bateau. Et au moment où ma main touche l'eau de la rivière, diverses griffes de formes étranges apparaissent instantanément d'en bas. Et les propriétaires de ces griffes semblent extrêmement féroces et terrifiants. Puis le passeur dit qu'ils sont en fait tous des âmes malheureuses qui ont échoué à traverser clandestinement la rivière Achéron. Après la mort, ils sont condamnés à sombrer pour toujours dans cette eau glacée de la rivière. Et par vengeance, tout être vivant entrant dans la rivière Achéron sera entraîné sous l'eau par eux pour devenir l'un d'eux. En parlant de cela, le passeur balance tranquillement sa rame, frappant vers nos dos, car nous sommes clairement des vivants qui ont traversé les sacrées portes de l'enfer, et nous avons même osé utiliser effrontément de l'argent en papier destiné aux vivants. En un clin d'œil, le passeur me jette dans la rivière. Instantanément, je ressens une aura froide et pourrie, puis d'innombrables griffes s'agrippent frénétiquement à mon corps. À ce moment, j'active l'anneau du progéniteur des cadavres et vole l'agilité du passeur. Ensuite, profitant de l'avantage de vitesse, je saute rapidement hors de la rivière. Mon corps profite également de l'élan pour donner un coup de poing au passeur. Instantanément, une grande entaille apparaît sur sa poitrine. Cependant, le passeur ne montre aucun signe de panique. Au lieu de cela, il rit de bon cœur. En tant que passager clandestin vivant, tu oses tuer le passeur de la rivière Achéron. Tu subiras une punition sévère. En entendant cela, sans hésitation, je lève le pied et le pousse dans la rivière Achéron. Et juste au moment où le passeur s'enfonce complètement dans l'eau, un sourire significatif se forme au coin de sa bouche. Un instant plus tard, nous arrivons de l'autre côté de la rivière Achéron. Cependant, nous voyons une scène étonnante. Charon, qui a été jeté dans le fleuve Achéron, est en fait ici vivant. Même leur tenue est identique. À ce moment-là, voyant la confusion dans mes yeux, l'un des joueurs explique que ce Charon n'est pas ce Charon. Il s'avère que chaque équipe entrant dans le donjon rencontre le passeur Charon en traversant le fleuve Achéron. En d'autres termes, c'est juste un PNJ fixe qui apparaît dans le donjon. En entendant que nous avons tué Charon pour arriver ici, ce joueur se fiche d'abord, puis une expression de joie apparaît sur son visage. En fait, c'est un piège délibérément tendu par le passeur, car si vous tuez le passeur, la difficulté du premier cercle de l'enfer augmente considérablement par la suite. Le soi-disant premier cercle de l'enfer, le monde des ténèbres, est également appelé le hall du jugement du monde des ténèbres. Il juge les péchés de ceux qui entrent, et tuer le passeur entraînera d'être jugé comme un pécheur odieux. Ensuite, vous serez exilé en enfer pour souffrir et expier vos péchés. L'identité de ce joueur est guide de donjon Winston. Comme son nom l'indique, il gagne de l'argent en guidant les gens à travers les donjons. Il affirme avec confiance qu'il est venu dans ce donjon plusieurs fois. Donc tant que nous le suivons, il peut garantir que nous quitterons en toute sécurité le hall du jugement du monde souterrain. Lorsque le groupe arrive au hall du jugement, Winston se retourne et nous rappelle quelque chose. N'oubliez pas de ne pas parler à la légère après être entré. En poussant la porte en pierre, nous voyons une silhouette assise à l'avant du hall. Il est le juge Yorick du premier cercle de l'enfer dans le hall du jugement du monde souterrain. Il va maintenant juger chacun de nos péchés. Winston s'avance le premier. Je n'ai commis aucun péché durant ma vie, veuillez enquêter clairement, juge. En entendant cela, le juge Yorick commence à examiner le registre des péchés dans ses mains. Un moment plus tard, il déclare qu'après vérification, Winston n'a
n'a effectivement aucun registre de péché durant sa vie. Le verdict est innocent. Quand mon nom est appelé, j'avance lentement. Je suis Jouyu. Durant ma vie, je n'ai également eu aucun casier de péché. Veuillez enquêter clairement, juge. Cependant, le juge Yorick ne fait que tourner à la première page du registre des péchés et s'arrête immédiatement. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi odieux que moi ait l'audace de dire que je n'ai pas de casier de péché. Péché 1, manque de respect envers les restes des morts. Péché 2, perturber la vie paisible des villageois. Péché 3, torturer et tuer cruellement de petits animaux. Et le péché le plus grave est que j'ai en fait insulté Cerbère et tué le passeur Charon en traversant le fleuve Achéron. Alors qu'il parle, il agite la main et annonce mon jugement. Allez à la mare de sang de la première prison du 7e enfer. Je te ferai souffrir éternellement dans la mer de sang bouillante pour purifier les péchés sur ton corps. À cela, Winston derrière moi reste sans voix. La raison pour laquelle il a pu passer le jugement sans encombre est en fait parce que la pierre dans sa main a un effet trompeur. S'il avait su, il m'aurait laissé tenir la pierre pour recevoir le jugement. Mais il ne s'attendait pas non plus à ce que j'ai commis tant de péchés. Cependant, lorsqu'il reprend ses esprits, il voit une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie.